Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 12e épisode de mon podcast tricot Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Okil, notamment sur Instagram et Ravelry. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Alors comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode précédent, je vais accueillir dans un instant une invitée. Donc vous pouvez vous installer, on va pouvoir démarrer ce nouvel épisode. Alors il est temps maintenant d'accueillir mon invité, vous demandez de qui il s'agit. Eh bien je vous présente Marie-Amélie. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Donc moi c'est Marie-Amélie, je suis connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Marmelade et depuis un peu plus de 2 ans j'ai lancé ma marque de tricot Marie-Amélie Designs. Voilà. Alors Marie-Amélie, on va te présenter un petit peu plus. Depuis combien de temps est-ce que tu tricotes ? Alors c'est assez bizarre parce que j'ai la sensation dans mon corps de savoir tricoter depuis toute petite, c'est-à-dire que sans me souvenir complètement à quel âge j'ai appris à tricoter, quand j'ai vraiment repris le tricot à l'âge adulte, c'est comme si je connaissais déjà les gestes, donc je suppose que ma grand-mère a dû m'apprendre à tricoter quand j'étais toute petite et que je n'ai gardé que la mémoire des gestes et pas la mémoire, on va dire, consciente d'avoir appris à tricoter. Et vraiment, j'ai commencé à tricoter quand j'étais enceinte de ma fille aînée il y a 10 ans, où j'ai commencé un projet assez classiquement, comme toutes les mamans, pour mon enfant. Puis j'ai complètement arrêté et j'ai véritablement repris il y a 5 ans. Ah oui, c'est très récent en fait. Oui, c'est assez récent en fait. J'étais à fond dans la couture depuis une 12aine d'années. Vraiment, je faisais énormément de couture. C'est quelque chose qui m'apportait beaucoup de bien. Et je pensais que le tricot, c'était pas fait pour moi parce que c'est vrai que le tricot, c'est absolument pas le même rythme que la couture. La couture, ça va vite. En une journée, on peut choisir son projet et l'exécuter jusqu'à arriver à un projet terminé à la fin de la journée, ce qui n'est pas le cas du tricot. Et du coup, je me disais, non, moi je suis quelqu'un de rapide, il me faut ça pour que ça me plaise. Et du coup, j'ai complètement abandonné l'idée de faire du tricot. Et il se trouve qu'il y a 5 ans et demi, sont apparus les premiers podcasts tricot. Et en parallèle, sont apparus quelques podcasts qui parlaient à la fois de couture et de tricot. D'accord. Au départ, je ne regardais que la partie couture. Et il s'est trouvé qu'une fois, j'ai laissé dérouler l'épisode et j'ai entendu parler de tricot. Et le fait d'entendre des personnes passionnées de tricot en parler, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper intéressant. Et ça m'a donné comme le virus du tricot. Ouais. Et j'ai réappris à ce moment-là, donc c'était il y a 5 ans, comme je l'ai dit, j'ai réappris à tricoter. Alors l'avantage, c'est que j'avais quand même quelques notions de tricot. Je savais qu'il y avait Ravelry qui existait. Ouais. J'avais entendu parler du tricot à la Continentale. Et du coup, il fallait quand même que je réapprenne tous les gestes et j'ai pris directement le pli d'apprendre le tricot à la Continentale alors que je n'avais jamais appris avant pour directement en fait, avoir cette technique-là. Mais donc quand tu as recommencé à tricoter, c'était un truc personnel, tu n'avais pas déjà l'idée de faire du design? Non, absolument pas. En fait, c'est arrivé à un moment où mes jumeaux étaient assez petits et où j'avais envie d'être avec eux et en même temps j'avais besoin de m'occuper les mains, donc du coup la couture ne convenait plus trop à ces impératifs et le tricot m'a permis de le faire et c'était vraiment en pur passionné parce que j'ai tendance à faire les choses à fond donc j'ai découvert Ravelry, les modèles, Rory Locatelli, Vera Valimaki et je me suis mise à tricoter et de plus en plus et j'ai pris de plus en plus goût mais de façon purement loisir et j'ai commencé à cette époque aussi à créer mon propre podcast tricot. Ah oui, t'as eu un podcast sur YouTube? Oui, j'ai un podcast d'une dizaine d'épisodes, mais alors qui date du coup il y a 4 ans. Et qui est toujours visible Oui, j'ai pas supprimé les vidéos, mais je n'en ai pas fait de nouvelles en fait depuis que j'ai commencé à créer mes propres patrons. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet pour te présenter un peu plus ton activité. Donc comme vous le savez peut-être, hier sur Instagram, j'ai lancé un jeu concours où il s'agissait de deviner qui était mon invité. Donc vous avez la réponse, il s'agit de Marie-Amélie. Donc je ferai un tirage au sort à la fin de l'épisode pour savoir qui a gagné ce jeu concours. Et j'en ai profité pour vous demander si vous aviez des questions à poser à mon invité. Et donc oui, vous aviez des questions, parce que vous avez été quand même pas mal à répondre. Donc on va se prêter au jeu des questions-réponses. Donc il y a beaucoup de questions qui se recoupent, donc je vais pas toutes les poser, on va trier. Mais donc la première question qui revient souvent, c'est comment as-tu décidé de te mettre au design tricot ? Alors je vais revenir un tout petit peu en amont pour expliquer un peu tout le parcours de transition vers, on va dire, un métier plus traditionnel, un parcours plus attendu vers celui dans lequel je suis aujourd'hui. Donc moi, je travaillais dans la banque, j'étais chargée d'affaires entreprises, c'est-à-dire que je gérais la relation commerciale de la banque avec des
clients, entreprises, d'abord PME puis grands comptes. Et c'est un métier dans lequel je me retrouvais de moins en moins parce que pour moi le sens est quelque chose d'extrêmement important et je trouvais au fil du temps de moins en moins de sens dans ce métier. Et au bout de 5 ans d'expérience professionnelle, j'ai pris la décision de quitter cet emploi, donc de démissionner, pour me lancer dans l'aventure d'être entrepreneuse. Et en fait, au départ, j'étais pas du tout partie dans l'idée de faire du design de tricot. Moi, j'ai fait un parcours de grandes écoles où on a vraiment en tête le mythe du start-upper, de la personne qui va créer une entreprise, qui va lever des millions d'euros, qui va être vraiment dans quelque chose de très technologique. Et du coup, moi, quand je suis partie de mon entreprise, j'avais vraiment dans l'idée un projet comme ça, basé sur les technologies, un peu disruptif. Et je pensais que je tenais comme ça dans les mains l'idée du siècle et que voilà, j'allais pouvoir la développer, rencontrer des gens et être vraiment dans cette vision de l'entrepreneur qu'on m'avait apprise et que j'avais intégrée, intériorisée et qui pouvait pour moi être la seule possible. Voilà, on ne quittait pas un emploi confortable pour faire designer tricot. En tout cas, je n'avais même pas dans l'idée que c'était possible. Et du coup, donc, j'ai quitté mon emploi et j'ai commencé à développer ce projet que j'avais initialement. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de freins, qu'il y avait beaucoup de choses qui m'empêchaient d'avancer dans ce projet, alors que, a priori, c'était la bonne idée et que voilà. Et du coup, limite, j'étais mal parce que j'avais quitté un emploi et que j'arrivais pas à vraiment développer ce que je voulais. Et à un moment, j'ai pris le temps en fait d'analyser pourquoi j'y arrivais pas. Et je me suis dit qu'en fait, cette idée que j'avais, limite, si je la développais et que ça fonctionnait, c'était le pire piège. Parce que c'est vrai qu'être entrepreneur, ça demande tellement de temps. Si c'est pas vraiment dans le domaine qui nous plaît et qui nous porte, c'est quand même assez compliqué. Et je me suis posé la question de quelle est la chose que je regretterais de ne pas avoir fait si mon temps était pris à 100%, à 200% sur un projet comme ça qui me laisse plus de place pour le reste. Et je me suis dit que c'était de créer un modèle de tricot et de voir comment ça fonctionnait, vraiment de partir de la base, de l'inspiration, de la création jusqu'à la commercialisation. Et je me suis dit, mon projet que j'ai, l'idée elle reste toujours là, je peux toujours le reporter à 1 an plus tard et tenter de faire cette chose-là que si je la fais pas, j'aurai d'énormes regrets. Et c'est comme ça que je me suis dit, je me donne 6 mois, je fais ça, je me lance et je vois bien où ça me mène. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le début et j'ai fait un virage complet en fait de perspective en me disant, arrête de partir de l'idée du siècle, pars plutôt de ce qui toi te motive et ce qui va donner du sens à ce que tu fais. Puisque finalement, si j'avais quitté mon précédent job, c'est parce que je ne trouvais pas de sens. Alors autant partir sur quelque chose qui fait du sens, mais qui n'est pas forcément dans le modèle de ce qu'on nous apprend, on va dire, en école de commerce, de la start-up, du truc complètement foufou innovant. Et du coup, je me suis accordé ce temps-là de 6 mois pour créer des modèles et il s'est trouvé que... Mais pour être plus concret, plus basique, il a bien fallu quand même que tu apprennes comment on fait pour créer un modèle à un moment donné. Alors moi, oui, tout à inné ou on peut pas dire que c'est inné. Moi, comme j'ai dit précédemment, j'ai fait beaucoup de couture et faire autant de couture. Alors quand je dis j'ai fait beaucoup de couture, c'est une dizaine d'années et en faisant de façon très intensive. Je suis quelqu'un de très passionné, donc quand je m'intéresse à quelque chose, je vais chercher les ressources pour apprendre. J'essaye d'avoir vraiment le maximum de connaissances. Et du coup, faire de la couture, ça m'a sensibilisée au style, à la mode, à la recherche de ce que je voulais vraiment dans un vêtement. Et ça m'a aussi sensibilisée à qu'est-ce que le corps d'une femme, quels sont les types de constructions qui sont flatteuses. Donc je partais en fait avec ce bagage qui me permettait de comprendre la construction d'un vêtement et ça m'a énormément aidée pour essayer de créer mon premier modèle. Et parallèlement, je me suis aussi intéressée à des ressources spécifiques au tricot sur comment on construit un vêtement. Donc voilà, j'ai potassé, j'ai testé, j'ai fait des erreurs, j'ai corrigé. Et petit à petit, en fait, je me suis éloignée de tout ça pour créer ma propre façon de créer des modèles. Ouais, d'accord. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose d'expérimental. En fait, en parallèle où j'ai fait cette transition, où j'ai décidé de me donner cette chance de créer un modèle, je suivais un e-MOOC, donc c'est un cours en ligne donné par un universitaire. Donc là, c'était quelqu'un de l'EM Lyon. C'était sur l'effectuation, il me semble que c'est ça le titre. C'est en gros... quel est le parcours des personnes qui entreprennent et qui entreprennent avec succès. Et dans ce cours-là, cette personne disait il faut d'abord partir de choses que vous aimez, de choses pour lesquelles vous avez des ressources, donc des connaissances, un réseau, des gens qui peuvent être vos clients. Et il faut le plus rapidement possible, en fait, mettre un produit sur le marché.
Donc même si le premier design n'est pas parfait, il faut se lancer, il faut essayer, et c'est qu'en ayant les retours des vrais clients qu'on peut s'améliorer. Et du coup, c'est vraiment cette démarche-là que j'ai en tant que designer. Je sors un modèle à la fois, donc là j'ai un peu plus d'expérience, je peux en sortir plusieurs, mais l'idée c'est que chaque modèle que je sors, je vais avoir des retours des clients qui vont m'aider à m'améliorer. Moi-même, je vais repérer des choses que ne voient pas les gens, où je vais me dire, ah bah tiens, ça, la prochaine fois, je vais faire attention parce que, je sais pas, l'épaule est peut-être un peu trop large, le truc. En fait, je me note mentalement des choses à améliorer, et au fur et à mesure des designs, bah, j'essaye en fait de progresser dans mon art. D'accord. Voilà. Et alors le premier, puisque tu parlais de ton premier design, tu t'en rappelles? Oui, c'est le Lénis Reus, c'est un pull assez basique dans sa forme, avec des volants sur le devant. D'accord, il est toujours disponible? Ah oui, il est toujours en vente actuellement. Oui. D'ailleurs, je suis assez émue parce que de temps en temps, il y a des vieux designs, donc celui-là, ou même celui que je suis en train de porter aujourd'hui, la Locasia, qui était mon deuxième ou troisième modèle, que je vois être tricoté maintenant, et ça me replonge au début. Et c'est vrai que c'est assez, donc c'était il y a combien de temps ce premier modèle? Alors j'ai commencé à y travailler il y a un peu moins de 3 ans, le temps de le finaliser, de le sortir, voilà, c'était en fin janvier, il y a 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. En gros. Voilà. Donc on va continuer avec les autres questions. Donc bon, là il y a une question que tu as déjà répondu, quel a été ton parcours professionnel, donc ça on a vu ça. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors moi, je m'inspire énormément de la mode en général, comme j'ai dit, c'était déjà le cas dans la couture. Je collectionne mentalement des inspirations tirées des choses que je vois sur des personnes qui passent dans la rue, dans les magasins. J'ai aussi un tableau Pinterest. Donc Pinterest, c'est une application qui permet d'épingler des inspirations, et qui permet de se faire des tableaux gigantesques d'images qui nous inspirent. Ça peut être sur tous les sujets, c'est à nous de décider. Et moi, en fait, je passe dessus, et en fait, en suivant ce qu'on a déjà épinglé, ils vont nous suggérer des images. Oui, et du coup, j'épingle des milliers de choses. Et en fait, ça crée un espèce de bain d'inspiration. J'aime pas copier quelque chose, donc je vais jamais me dire tiens, il y a telle chose qui me plaît, je vais la faire à l'identique dans ce que je fais. Mais mine de rien, voilà, ça va m'inspirer, et je pense que sans que j'ai à faire grand chose, je vais mûrir certaines idées, et puis il y a un moment où je vais sentir comme l'urgence de créer le modèle autour de cette idée, et ça peut venir parce que je découvre un point qui va complètement aboutir en fait l'inspiration. Donc j'avais déjà une petite idée de la forme, une idée générale, et puis je vais découvrir un point qui va donner, achever complètement, et me dire là c'est parti, je me lance. Et après ça peut être tout un tas d'autres choses qui vont faire que dans ma tête il va falloir absolument que je commence ce modèle-là à ce moment-là. D'accord. Donc voilà, après ça c'est en règle générale. Après il y a certains sujets sur lesquels j'ai d'autres inspirations, notamment tout ce qui est jacquard. Comme c'est très graphique, je vais m'inspirer d'autres arts qui sont très graphiques. Donc par exemple, il y a certains de mes modèles qui sont inspirés de motifs que j'ai vus sur de la vaisselle. Parce qu'une assiette, concrètement, ça ressemble beaucoup à l'empiècement d'un jacquard, puisqu'il y a cette forme arrondie où les motifs vont être un peu plus larges en bordure que vers l'intérieur. Ça va être, je sais que là, j'ai pas mal d'inspirations qui sont tirées de petits objets scandinaves, ces espèces de petites poules ou de petits chevaux très graphiques sur lesquels il y a des motifs qui sont dessinés et qui m'inspirent. Ça peut être des végétaux, c'est vrai que en général, parce qu'il y a beaucoup de tes modèles qui portent des noms de plantes. Tous mes modèles portent des noms de plantes parce que c'est quelque chose qui m'inspire, et c'est très drôle parce que c'est revenu très très fort là sur la dernière année, et ça m'a rappelé que moi toute petite, mon rêve d'enfant, c'était d'être fleuriste. Ah oui. Et je pense que j'étais une des rares enfants à vouloir être fleuriste. Alors, c'est pas complètement foufou comme idée, mais là où les autres voulaient être beaucoup maîtresse ou danseuse, moi, je voulais être fleuriste. Ouais. Et je pense que j'ai toujours eu un truc comme ça avec le végétal. Ma maman, elle travaillait à l'Office national des forêts, donc elle nous a barbé avec les balades en forêt, avec les arbres et tout. Mais j'ai gardé ce côté-là, et je pense que j'en ai besoin, en fait, ça... je trouve que c'est tellement riche en fait la nature comme source d'inspiration. Donc c'est pas de l'inspiration directe, c'est jamais de l'inspiration on va dire littérale, mais il y a toujours dans mes noms donc des noms de plantes ou en relation avec les plantes, et de temps en temps, comme le dernier modèle que j'ai sorti, c'est carrément le motif graphique de la Monstera que j'ai reproduit sur un pull. Sur le jacquard. Donc voilà. Alors la question suivante, c'est quel est ton projet fou rêvé dans le cadre de tes designs? Alors, moi je suis quelqu'un qui est extrêmement rêveuse. Ouais. J'ai des tonnes de projets dans ma tête, et je me dis que y a un jour où quelque chose fera que ces projets se concrétiseront.
Donc je les pousse pas forcément, mais ils sont là et je crois vraiment au fait que y a un destin qui fait qu'on a les bonnes rencontres, les bonnes personnes. C'est pas forcément des projets que j'ai envie de porter toute seule, mais c'est des projets qui sont là. Et parmi ces projets, je pense celui, on va dire, qui me semble le plus fou, ce serait celui d'avoir ma ligne de vêtements prêt-à-porter autour de la maille. Et moi, dans la façon dont je vis et ce que je fais, il y a vraiment quelque chose en rapport avec la valorisation de la filière laine, et notamment de la filière laine française. Et du coup, si je crée ma marque de vêtements, de pulls concrètement, et d'accessoires autour du tricot, je pense que ce serait plutôt du tricot machine, vraiment d'un point de vue industriel, plus que du tricot des mains. Je voudrais des laines filées en France et tricotées machine dans une usine qui fait ça en France. Je sais que ça existe, j'ai pas eu du tout cherché à développer plus que ça cette idée, mais moi, avoir des modèles comme ça disponibles beaucoup plus largement, puisque finalement tout le monde ne sait pas tricoter, mais si c'est génial de tricoter. Malheureusement, certaines personnes passent à côté de ce côté génial. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui sont sensibles à ces valeurs-là, à ce savoir-faire, qui puissent porter des pulls qui ont été faits dans un certain respect, donc pas à la main, mais de façon industrielle, mais pour autant en portant toutes ces valeurs et puis se trouver ça dans une gamme, on va dire, prête à porter. C'est un chouette rêve, j'espère que pourquoi tu le transformeras un jour, ça serait chouette. Bien. Ouais. Donc voilà. Alors, là, il y a Camille Cassandra qui nous demande, est-ce que tu sors tous tes designs ? La majorité, on va dire. C'est très rare que j'abandonne des designs en cours de route. Alors, ce qui se passe, à peu près invariablement, je commence un design, mais je suis surexcitée. Je suis au summum. Donc, je commence, très excitée. Et il y a toujours à peu près un tiers du modèle, un moment où je passe dans une espèce de gouffre, où je me dis, mais genre, le doute absolu, ça ne va pas, ça ne me plaît pas. Et c'est souvent un stade où je peux quand même montrer à des gens. Donc généralement, c'est le moment où je me dis, allez, je me rassure. Soit je publie sur les réseaux sociaux, soit je montre à des amis. Et généralement, les gens portent pas tous les doutes que je peux porter. Et du coup, me font un retour sous enthousiasme parce que je montre à des gens qui sont passionnés et qui aiment bien ce que je fais. Et du coup, ça me redonne l'énergie pour finir ce que je fais. Ce qui fait que la plupart du temps, en fait, en procédant de cette façon, en montrant mon projet qui est un peu avancé, j'arrive à avoir le reste de l'énergie pour le finir. Mais néanmoins, il y a quelques modèles que j'ai fait. D'ailleurs, c'est des modèles que je pense que je n'ai jamais montrés et qui ne sortiront pas, en tout cas pas en l'état. Bon, parfait. Alors là, on a une question de Pascaline, de la plus haute importance. Est-ce que Pascaline est ta tricopine préférée ? Mais oui, mais bien évidemment. S'il pouvait y en avoir qu'une, ce serait Pascaline. Non, mais il n'y a pas de doute possible. Je t'aime, Pascaline. Alors ensuite, les questions suivantes, ça se recoupe avec ce qu'on a déjà abordé. D'où vient ton inspiration ? Ça, tu viens de nous l'expliquer. Et alors oui, une dernière question. Comment fais-tu pour designer et travailler ? Alors, je l'ai abordé en début de podcast. Ouais. Moi, j'ai démissionné avant même d'avoir ce projet de créer mon entreprise. Ouais. Et il se trouve que ça occupe à plein temps de designer. Alors, au début, j'avais créé mon entreprise parce que j'avais pleine d'ambition. J'ai créé mon entreprise. Et du coup, ça marche très bien, mes patrons. Mais j'ai clôturé une entreprise parce que mon entreprise, c'était trop d'administratif, trop de boulot. Je ne m'y retrouvais pas forcément. Et j'ai clôturé mon entreprise pour entrer dans une coopérative d'entrepreneurs. Donc c'est un statut spécial qui existe, qui permet en fait d'intégrer une entreprise qui est une coopérative avec d'autres entrepreneurs. On apporte notre chiffre d'affaires à l'entreprise et on devient salarié de l'entreprise. D'accord. Ce qui fait qu'on a toute la protection sociale de tous les salariés, qu'on est accompagné, qu'il y a quelqu'un qui fait notre compta. Et du coup, aujourd'hui, ça fait presque 1 an que je suis dans cette coopérative et je peux me verser l'équivalent d'un SMIC temps plein, donc c'est plutôt très bien. Alors, il faut savoir, j'ai un peu démythifier la chose. Quand on est designer tricot, aussi connu qu'on soit, après je ne sais pas ce que gagnent les personnes qui sont à un niveau bien au-delà de moi, mais on ne gagne pas non plus des mille et des cents, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. C'est quelque chose que j'aurais peut-être pas pu faire si je n'avais pas eu le soutien de mon mari, mais pour autant, quand on s'accroche, quand on fait les choses bien, y a un moment où le travail paye. Donc moi, il paye en me permettant de vivre de mon tricot. Mais il ne paye pas non plus en me permettant de m'acheter un palais. Donc comme tu viens de le dire, donc, le design tricot, c'est ton activité principale, mais il faut quand même préciser, on va dévoiler un tout petit pan de ta vie privée, que tu es mère de famille, nombreuse.
T'as à fait. 4 enfants, donc c'est quand même un boulot. Donc, Voilà, alors moi, dès le début, avant même de commencer à décider d'être designer ou quand j'ai commencé à travailler sur mon premier projet, je me suis dit que voilà, démissionner et me mettre dans l'entrepreneuriat, c'était un boulot à temps plein. Du coup, j'ai conservé les modes de garde pour mes enfants. Mes petits étaient à la crèche, ils ont gardé leur place en crèche. Mes enfants vont à l'école, donc tous maintenant qui sont un peu plus grands, et vont au centre de loisirs. Donc moi, mes journées sont vraiment dédiées à travailler. Donc c'est pas... Je sais que... Alors, vous, peut-être que vous le comprenez, mais dans la vie normale, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre et me disent « Mais tu devrais aller à telle association de mère au foyer. » Non, je ne suis pas mère au foyer, je travaille énormément en fait pour développer mon activité. Donc voilà, maintenant j'ai réussi à l'établir, mais c'est pas sans travail. Et du coup, je suis comme toutes les mamans qui travaillent. J'ai mes heures de travail où je travaille sur mon entreprise et puis après, je prends le relais en m'occupant de mes enfants. Ok. Donc voilà pour les questions des internautes, et du coup je vais en profiter pour rebondir et poser ma question. J'avais envie qu'on aborde le sujet Patreon, ou Patreon, je sais pas comment on dit. Alors moi je dis Patreon, j'imagine qu'on va pas te taper si tu dis Patreon. Ok. Donc le sujet Patreon, j'aimerais bien que tu nous expliques de quoi il s'agit, parce que je sais que tu es sur Patreon. Moi-même, je ne sais pas exactement ce que c'est, donc si tu pouvais nous expliquer un peu. Oui, je vais t'expliquer ça. Alors ça fait à peu près 2 ans qu'on voit petit à petit de plus en plus de designers qui vont sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui permet à des créateurs de contenu ou d'autres choses de trouver du soutien. Et moi, c'est quelque chose autour duquel j'ai gravité pendant quelques mois en me posant la question, est-ce pertinent que j'aille sur Patreon ? J'ai été encouragée par des amis à y aller, donc j'ai ouvert mon compte Patreon je crois que c'était février ou mars, il y a 1 an et demi. Et en fait, c'est une plateforme qui permet aux créateurs de proposer du contenu aux personnes qui les soutiennent en contrepartie d'un abonnement mensuel. Donc en l'occurrence, pour moi, il y a 3 niveaux d'abonnement, il y a $2. Alors c'est en dollars parce que c'est américain. D'accord. Donc après, il y a une commission qui est prise, la TVA, et puis moi, je touche une partie en euros. Donc pour $2, c'est, on va dire, une contribution un peu symbolique. Une fois par mois, je vais résumer ce qui s'est passé dans le mois. Je présente mes modèles. Sous forme d'un mini-podcast, c'est ça ? Alors non, ça, c'est pas sous la forme d'un podcast. Ça va être un article que je vais poster avec des photos. Le deuxième niveau, c'est pour $5 et les gens ont un code pour télécharger une des sorties du mois. Donc vraiment, voilà. L'idée, c'est que les gens payent moins cher que ce qu'ils paieraient en achetant directement. Ouais. Mais c'est un système où ils s'engagent un peu à me soutenir, puisqu'ils ne savent pas quels sont les patrons qui vont sortir dans le mois et ils les récupèrent. Et il y a un engagement, les gens qui prennent la décision de te soutenir ? Non, ils peuvent à tout moment en fait, se désabonner, changer leur niveau d'abonnement. Ou si par exemple leur carte bleue ne passe pas, puisqu'il y a un moment où ça va expiration, de fait, en fait, l'abonnement tombe et puis ils renouvellent leur carte bleue ou pas, c'est vraiment au choix. Et le dernier niveau, c'est pour $10, donc il y a le patron, et c'est pour ces personnes-là que je fais tous les mois un podcast où je vais beaucoup plus loin en fait dans mon processus de création. C'est vrai que moi j'ai arrêté les podcasts à peu près quand j'ai commencé à créer des modèles parce que c'est très très compliqué, on n'est pas dans la même temporalité entre le moment de création du modèle et le moment de sa sortie, ce qui fait que voilà, ça peut être un peu déroutant pour les personnes qui suivent un podcast parce que on leur parle d'un modèle qui n'est pas encore sorti, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans le processus on va dire de création du modèle qui fait que voilà, il y a ce décalage-là, ça met un peu dans une position compliquée en tant que créatrice. En tout cas, moi, je l'ai ressenti, donc c'est pour ça que j'ai arrêté les podcasts. Alors que là, c'est un nombre limité de personnes qui ont choisi et qui veulent en savoir plus sur les coulisses. Et ces personnes-là, du coup, je leur dis en temps réel ce que je suis en train de faire et ça permet vraiment de partager plus. Et c'est des personnes qui, je pense, au-delà de vouloir recevoir ce contenu un peu exclusif, croient en moi et savent que c'est compliqué quand même d'être créateur aujourd'hui. Et qui ont envie de participer à la pérennisation de mon revenu, parce que c'est vrai que le gros avantage de Patreon, même si les gens sont libres de se désabonner, c'est que ça crée, on va dire, un plancher de revenus. Et après, voilà, le succès des sorties sur Ravelry va venir jouer là-dessus, donc il peut y avoir un très grand succès, mais parfois il y a des mois où c'est un peu plus compliqué, là au moins je suis un peu garantie d'avoir un revenu minimum. D'accord. Et donc est-ce que par le biais de Patreon, il y a un moyen d'avoir accès en priorité à tes tests ? Oui, alors ça n'a rien à voir. En fait au départ ça faisait partie on va dire des conditions de laisser accès aux tests aux personnes qui sont sur Patreon. Après dans les faits je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de tout ça parce que
j'ai pu, au bout d'1 an et demi d'expérience, me rendre compte que c'était pas non plus ce qu'attendaient les gens. Ouais. Et du coup, moi, je veux pas non plus être exclusif des personnes qui ont par exemple pas les moyens de me soutenir, parce que j'ai pu aussi constater qu'il y a des gens, ils sont à fond derrière moi, ils vont me soutenir pendant quelques mois, et puis après, c'est un peu plus compliqué. C'est pas eux qui choisissent à quel moment, c'est plus compliqué pour eux bien sûr, de faire ça. Donc, généralement, en fait, j'ouvre mes tests un jour avant aux personnes qui sont sur Patreon, et après, je l'ouvre un jour plus tard à tout le monde. C'est vrai qu'il y a quelques tailles qui sont un peu plus sensibles, entre guillemets, qui sont plus facilement prises, donc entre 90 et 120. Mais après, moi, je suis pas hyper stricte là-dessus. Si je vois que la personne, ça lui fait hyper plaisir de tester, j'assouplis un peu les règles. Alors, si toutefois vous avez envie de soutenir Marie-Amélie sur Patreon, je vais vous mettre dans la barre de description sous la vidéo le lien vers ton profil. Oui. Et donc, c'est assez clairement expliqué. Est-ce que tu disais que c'était un site américain, est-ce que c'est tout écrit en anglais ou est-ce qu'il y a une traduction Alors moi, j'écris française? mes posts en français, donc vous recevez tout ce que j'écris en français. En fait, c'est comme si c'était une newsletter, vous allez recevoir. Mais pour les gens français. qui auraient envie de s'inscrire et de te soutenir, il me semble que c'est en anglais, mais c'est très compréhensible. Ça passe par PayPal, me semble-t-il. Donc okay. Si vous avez l'habitude d'utiliser PayPal, a priori, il n'y a pas de souci. Ok, enfin en tout cas, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Et c'est terminé pour cette partie introduction, qui était quand même très complète. Ah bah oui, avec toutes ces questions, fallait bien. Voilà, on va pouvoir passer à la section principale de l'épisode, à savoir la présentation de nos projets. Alors on va commencer par un projet à toi, Marie-Amélie. Il s'agit, je crois, du pull Galan. Oui, voilà. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est le pull Galan. C'est un pull que je fais en collaboration avec Julie Asselin. Donc Julie, c'est une teinturière canadienne qui est adorable, avec qui j'ai déjà fait un modèle en collaboration. Et il y a quelques mois, elle m'a demandé si j'étais partante pour créer un modèle dans ses laines pour le festival de Rhinebeck. Donc c'est le gros festival américain. Donc il faut savoir que Julie, comme tout plein de teinturiers indépendants, n'ont pas les moyens d'exposer là-bas. Mais la veille, il y a un festival créé exprès pour les indies d'ailleurs, qui s'appelle l'Untangled Festival, je crois. D'accord. Et du coup, elle m'a dit qu'elle serait là-bas et qu'elle voulait que je ferais un modèle à cette occasion. Génial. Tu sais que moi, Julie, je suis toujours partante parce que c'est quelqu'un, il n'y a qu'à la suivre sur Instagram, suivez-la. Elle est hyper sympa. Ça se ressent dans son travail, dans la façon dont elle échange avec les gens, et du coup, moi, je suis toujours partante quand elle me propose. Je suis jaloux parce que moi, je rêve de tricoter de la Julie Asselin. C'est vrai qu'elle est vraiment géniale. Alors, tu nous montres ton projet. Alors, du coup, moi, dans ce cas-là, je suis déjà tellement honorée de faire un partenariat que j'aime bien aussi laisser aux teinturiers le choix de la laine, limite le choix des couleurs. Donc, j'ai dit à Julie, c'est toi qui sais, à cette occasion, qu'est-ce que tu veux mettre en avant comme laine, c'est toi qui choisis. Donc, elle m'a proposé sa laine Worsted, qui est une laine, à mon avis, qui est filée spécialement pour eux. Donc c'est de la laine un peu rustique qui est différente de ce qu'on peut trouver habituellement chez les indies d'ailleurs. C'est 100% de la laine nord-américaine, donc c'est un mélange de différentes toisons. Ouais. J'ai plus le nom en tête exactement. Je peux toucher. Et qui du coup n'est pas super wash, qui est un mélange vraiment de différents fils. Et en revanche, elle m'a donné le choix dans la couleur et j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort et de lui demander sa couleur courte pointe. Alors je sais pas si ça peut se voir bien à la caméra. Parce qu'en fait, de loin, ça fait gris, mais quand on y regarde de plus près, oui, ça se voit. En fait, il y a des mélanges de gris, de bleu et de rose. Ouais, les couleurs que vous voyez là sont en fait. Et du coup, dès qu'on s'éloigne, ça se voit pas spécialement, mais quand on allait dessus, mais c'est un régal. Moi, je suis pas trop couleur trop chamarrée, trop. Donc sur le papier, on m'aurait dit tu vas tricoter une laine grise, bleue et rose. Comment je vais faire? C'est pas trop mon truc. Mais là, en l'occurrence, ça se voit pas du tout de loin. Je pense que ça ajoute encore plus à ce côté rustique. Et donc alors, comment est construit ce pull? Alors c'est un pull donc top-down, du haut vers le bas, avec un empiècement circulaire. Donc l'empiècement circulaire, on commence à monter les mailles du col, et du coup on n'a pas relevé ces mailles par la suite. Et on va faire une série d'augmentations pour atteindre le nombre de mailles correctes pour faire toute la manche, tout le devant, tout le dos. Et à partir de ce moment-là, donc on a énormément de mailles
au maximum sur les aiguilles parce qu'on a fait des augmentations, ce qui fait qu'en fait le motif va venir s'évaser comme ça devant. Donc c'est un motif qui est noyé au milieu d'un point jersey en vert. Exactement, sauf que la subtilité c'est que on n'aime pas trop tricoter le jersey en vert habituellement. Donc en fait on tricote le pull sur l'envers. Donc quand on tricote on a ça sur le nez. Il pourrait d'ailleurs être complètement porté... Et oui, il est réversible. Il est réversible. Après c'est comme tous les pulls réversibles entre guillemets. Au moment où on sépare le corps et les manches, on peut tout à fait décider plutôt au moment où on relève les mailles pour les manches, on peut décider de partir dans un sens ou dans un autre. Alors je ne l'ai pas fait pour le truc définitif, mais moi je suis allée jusqu'au bout de la logique pour mon prototype, c'est-à-dire que j'ai fait un montage de mailles provisoire. Ce qui fait que moi, c'est complètement réversible. Invisible, ouais. Donc voilà, j'ai fait des mailles provisoires et après j'ai fait des diminutions pour cacher les trous. Ce qui fait que moi je le porterai comme je vous l'ai montré au départ, c'est-à-dire avec l'envers. Mais tu pourrais très bien le porter. Mais je pourrais complètement le porter dans l'autre sens. Mais je trouve que le dessin a moins d'intérêt en fait sur l'envers, la dentelle a moins d'intérêt que dans l'autre sens. Et du coup on sépare. Ça me fait penser, je sais pas si t'avais ça quand t'étais petit, des peluches boules, où tu pouvais soit les remettre en boule, soit tu défaisais la boule et ça faisait un sac à dos et puis t'avais les pattes. Je sais plus, me fait penser à ça dans l'état. Et alors, au moment de la séparation, en fait, il y a une différence entre le devant et le dos. Sur le devant, en fait, j'ai voulu prolonger cet esprit où ça s'évase. Et du coup, les lignes, en fait, continuent à s'évaser sur le devant. En éventail. Ouais, voilà. Et pour autant, c'est pas une forme en A. Donc, en fait, c'est en faisant des diminutions, toutes les augmentations qu'on continue à faire sont compensées par des diminutions. Donc, en fait, les lignes vont venir être mangées là sur le côté. Alors que pour le dos, hop, on continue tout droit parce que l'intérêt de ce design, c'est surtout sur l'avant. Et pareil pour les manches, j'ai fait continuer tout droit et avec juste resserrer au poignet. Ça fait un joli petit effet bouffant sur les manches et qu'après c'est des côtes quoi, de 2, 3, 3 de 2 en fait. Comme là, le motif se fait, du coup on tricote à l'endroit et le motif se fait sur deux mailles en verre. Je l'ai prolongé au niveau des côtes. Et tu as tricoté ça avec des aiguilles de quelle taille? Moi j'ai tricoté ça avec des aiguilles 5 mm. Donc ça doit aller vite en plus. Ça va très très vite. Après, très souvent, comme je tricote lâche, les personnes ont besoin de tricoter avec des aiguilles un tout petit peu plus petites que les miennes. Mais a priori, comme c'est qu'une question d'échantillon, il n'y a pas de raison qu'elles tricotent moins vite en fait. Ça revient au même en fait. Ça. Et alors ce motif, tu nous as pas expliqué vite fait? Alors c'est de la dentelle en fait. D'accord. Donc on fait un jeté de mailles ensemble. Sauf qu'en fait, on alterne le jeté d'un côté et de l'autre. Donc un coup, on fait jeter deux mailles ensemble et de l'autre côté, on fait deux mailles GGT, donc glisser, glisser, tricoter, un jeté. Donc c'est vraiment bête comme tout, comme motif, ça se retient très facilement. Et alors donc ce modèle, le modèle Galan, est-ce que c'est un modèle qui est déjà sorti, qui est déjà disponible? Alors du coup, comme il a été fait dans le cadre de ce festival, il sortira au moment du festival à la mi-octobre. Donc je crois que c'est le 16 octobre. D'accord. Donc voilà. Donc Julie sera sur son stand avec. Donc là, tu es en train de montrer en avant-première ton modèle oui, Galan. là, je te préviens, aujourd'hui c'est que de l'avant-première. Pour toi, j'ai sorti que des modèles qui sont pas encore sortis. Pour la plupart, sont même pas encore testés parce que je viens tout juste de les finir. Soit ils sont pas encore finis, mais vraiment, tu as le droit à du tout neuf. Du tout neuf. Donc, voilà, donc un modèle de Marie-Amélie Design, on l'a pas dit au début. Oui, c'est moi qui l'ai créé entièrement. D'ailleurs, ça me fait penser que dans l'introduction, il y a une question que j'ai oublié de te poser, c'était est-ce que tu as le temps de tricoter des designs d'autres designers? Alors j'ai le temps de monter des projets d'autres designers et de les commencer, mais malheureusement... Ils vont finir dans le placard de la honte des projets jamais finis. Non, il y a énormément de choses qui me plaisent chez les autres designers. Je suis passionnée de tricot, donc il y a plein de choses qui me plaisent. Il y a plein de trucs que je me dis, j'aurais adoré le créer moi-même. Et du coup, ça m'arrive de craquer de temps en temps, même si de plus en plus, je me fais une raison. C'est très compliqué pour moi d'accorder du temps à ces projets-là. Donc c'est des projets que je peux commencer mais qui sont rarement finis. Donc c'est ça qui est un peu frustrant. Je pense que je suis trop au taquet à fond dans ce que je crée et je ne m'accorde pas ce temps-là pour tricoter d'autres modèles. Et même au-delà de ça, il y a plein de modèles à moi un peu plus anciens. Quand je les revois, je me dis j'adorerais le retricoter dans une autre laine pour un autre effet ou dans une autre couleur. Mais du coup, t'as pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. Je me laisse pas ce temps-là. Donc ce que je vais vous présenter, c'est que des modèles que j'ai créés en vue de
les sortir un jour. Donc, est-ce qu'on a tout dit sur le pull Galan? Je crois que tu as bien évoqué Le coût des projets, donc je t'ai noté ça ici. Donc moi, il faut savoir que je reçois dans ce cas-là la laine gratuitement par les tailleurs. C'est un peu la contrepartie. Moi, je crée le modèle, ils m'envoient la laine. Quand même un coût, cette Exactement, laine. mais néanmoins, je peux vous dire combien elle a coûté. Donc elle a nécessité, pour ma taille, je fais la taille 100. Ça a nécessité 8 écheveaux de 56 grammes. Et du coup, ça fait en tout 944 mètres. Sachant que j'ai noté, c'est 12,29 € les chevaux et 18 $ canadiens. Voilà, après ça fluctue plus ou moins suivant où vous l'achetez, ce qui fait un coût de projet à un peu moins de 100 € et un peu moins de 150 $ canadiens. Voilà, hors prix du patron, parce qu'évidemment, quand le modèle sortira, il y aura le prix du patron. Voilà, et mes patrons, ils sont alors à 6,80 € hors taxes, mais bon, vous raisonnez avec les taxes, ça doit être autour de 8 € et 7, quelques. 8 €, ouais, un truc comme ça. Très bien, donc voilà, c'était le pull Galan. Le pull Galan, donc à retrouver autour du 16 octobre sur Ravelry. Il n'y a pas d'exclusivité, donc vous pourrez l'acquérir dès qu'il sortira. Parfait. Ouais. Alors on va passer à un projet à moi cette fois-ci. Il s'agit d'un projet en cours parce que je n'ai aucun projet terminé à vous présenter cette fois-ci. Et oui, j'ai pas été sérieux. Enfin si, j'ai été sérieux, mais je vous expliquerai plus tard ce qui s'est passé. Donc je vais commencer par vous présenter une paire de chaussettes, ou plutôt une chaussette, que j'ai commencé à tricoter. Il s'agit des chaussettes les jumeaux d'Atlantis, ou Atlantis Twins, de Design by Dells. Vincent Deslandes, le designer québécois qui avait designé le pull Beauceron que je vous ai présenté dans l'épisode précédent. Donc c'est une paire de chaussettes qui se tricotent du haut vers la pointe. Elles sont en vert, et comme le pull Galan que Marie-Amélie vient de vous présenter, sont des chaussettes qui se tricotent à l'envers. Là, je vous les ai mis sur l'endroit pour vous les présenter, mais en réalité, quand on tricote de ce côté-là. Et une fois qu'on a fini de tricoter, on les retourne et on a notre vraie chaussette. Donc, comme je vous le disais, on commence par le haut. Les côtes sont formées avec un jeu de mailles glissées qui forment des petits tridents qu'on voit ici et qu'on continue après, toujours avec des mailles glissées noyées au milieu du jersey en vert. Et enfin, le talon que je viens de terminer est un talon construit en 3 parties. Talon, gousset, vous voyez ici. Non, pas gousset, talonnet et gousset ici. Donc le talon est fait en mailles glissées, les mêmes que sur le pull Beauceron. Il s'agit du point mosaïque que je vous montre ici. Mais du coup, c'est fait avec de l'intersia pour qu'il n'y ait qu'une partie de couleur? Alors pas du tout, on commence à tricoter du haut jusqu'à l'endroit où on veut commencer le talon, et là on met la moitié des mailles de la chaussette en attente, et on tricote le talon en aller-retour. Donc là c'est tricoté avec 2 couleurs, et donc on fait 2 rangs de mailles glissées, 2 rangs tricotés, et voilà, ça nous donne ce petit motif. C'est super joli. Voilà, donc, je vous le mets bien prêt pour que vous voyez, les couleurs sont très fidèles. Et puis le talonnet, c'est du jersey normal, en droit, puis après on continue le gousset tout simplement, en jersey, en faisant des diminutions. Et puis voilà, donc évidemment là c'est la partie qui va se retrouver sous le pied, donc on arrête de faire les mailles glissées pour pas les sentir quand on marche. Donc voilà, et il me reste à finir le pied et la pointe qui sera orange de la même façon. Donc je tricote ça avec 2 laines. Alors la première, c'est de la... Alors je prends mes notes, pour pas vous raconter de bêtises. C'est de la Lang Yarn Super Socks Cashmere Color 4-ply. Alors c'est une laine qui m'avait été offerte par notre copine commune Lily. Génial. Donc c'est une laine à chaussettes, alors auto-rayante, mais on voit pas vraiment de rayures. C'est ce que j'allais dire. Ça se voit à peine, je sais pas si vous le voyez. Ce qui est ici. hyper sympa quand on a un design en jersey en vert, c'est que ça fond beaucoup plus les changements de couleurs. Ce qui fait que, par exemple, si vous assumez pas spécialement le côté un peu trop varié d'une laine, avoir un modèle avec du jersey en vert, c'est vraiment l'idéal parce que ça va créer quelque chose de beaucoup plus fluide et naturel. Ouais. Et c'est vrai que ça se voit bien sur ton projet, ça. On voit à la fois les nuances de la laine, mais sans que ce soit trop bariolé. C'est ça, et donc il y a des petites nuances, ça fait comme des petites rayures qui sont légèrement rouilles. C'est pour ça que je les ai associées avec du orange. Et en fait, le orange, c'est un restant. Oui, je l'avais utilisé dans le col que j'avais fait l'année dernière, dont je ne me souviens plus le nom. Je vous l'écrirai sur l'écran. Isabelle Kramer, c'est ouais, ça le col d'Isabelle Kramer qui était bleu et orange. Et c'est un reste de laine Laféfil, Merino Fingering, 100% Merino. Et le coloris, c'est rouille de mine. Ah ouais.
Voilà. Donc là, le coloris de la langue, c'était grès. Et donc, je vous répète, elle est composée de 65% laine, 25% nylon et 10% cachemire. Je tricote donc ces chaussettes avec des aiguilles de 25. Voilà. Tout ce que je peux vous dire sur ces chaussettes. Je suis très très content du modèle. Je trouve qu'il est super joli. Et puis comme pour le pull Bosseron, je vous avais déjà parlé de l'écriture du patron, que je trouve vraiment parfaite. Enfin, pas l'écriture, mais en tout cas la présentation du patron. Euh, les patrons de Vincent Deslandes sont hyper bien mis en page. Et comme c'est mon métier, forcément je suis sensible Oui. à ça. C'est vrai que c'est agréable, ça Ouais. rajoute quelque chose au tricot. Oui, c'est vrai que ça donne un côté agréable, quoi. Donc c'est pareil pour ce modèle. Et ces chaussettes sont pour toi ou Oui, pour offrir? elles sont pour moi, celles-ci, Ça ouais. fait plaisir. Ouais, je me suis fait T'as plaisir. raison. C'est bon, le tricot égoïste. C'est ça. La prochaine paire que je vais tricoter, ce sera pas pour moi. Donc, je vous parle pas du coup du projet pour le moment. Je vous en parlerai la prochaine fois quand je vous montrerai le projet terminé. Voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ces chaussettes Atlantis Twin de Vincent Deslandes. Et on va pouvoir passer au projet suivant, qui est un projet à toi. Oui, un châle que j'ai tricoté. Alors, montre-nous ça. Oui, alors. Tadam. Est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Encore une horreur, hein, Ouais. vous voyez. Je suis pénible. Donc voilà, donc c'est un grand châle triangulaire. Alors, je sais pas si. Oh là là. Tadam. Donc c'est un châle en fait qui se commence sur cette partie-là en fait. Donc c'est un châle en brioche et avec des augmentations et des diminutions en fait on crée ce petit motif. Donc ça c'est de la brioche aussi? Ouais, ça c'est de la brioche. Donc là c'est sur l'endroit ça donne ça. Et sur l'envers, ça donne quelque chose de complètement différent. C'est aussi ça qui est fascinant dans la brioche. Dès qu'il y a des augmentations ou des diminutions dans la brioche, ça permet de créer des choses réversibles, mais avec un effet complètement différent. C'est magnifique. Sur les deux côtés. Attends, si tu veux, on le tient à Donc deux en fait, pour le montrer. là, sur le centre, c'est comme un châle triangulaire, donc où j'ai commencé par ce motif-là, et arrivé à peu près à ce que je savais être la moitié, la moitié du châle. En fait, j'ai progressivement diminué la partie où il y a le motif pour faire que de la brioche classique. Donc il y a juste la forme du châle qui impose de faire des diminutions d'un côté et des augmentations de l'autre, mais il n'y a plus de diminution en tant que telle dans le motif. Et du coup, une fois que j'ai eu terminé tout ça, ça faisait un châle triangulaire. Et j'ai bien veillé à faire en fait de l'high-cord de chaque côté pour faire une bordure bien propre. Donc c'est un high-cord que tu as fait après coup? Non, en fait, le projet, c'est pas forcément évident de montrer comment il se tricote. Donc il se commence comme ça et vous tricotez comme ça. Et du coup, là, c'est fait en même temps. D'accord. Donc là, la brioche est intégrée, tous les rangs, elle est fait en même temps. Et une fois qu'on arrive à la fin du triangle, donc on est sur ce côté-là, et on vient rabattre en high-cord. Ce qui fait qu'à la fin, entre l'high-cord intégré et celui qui fait le rabattage, l'high-cord vient faire tout le tour. Et du coup, le fait d'avoir un high-cord, ça permet d'avoir une bordure très très propre et aussi de pouvoir facilement relever des mailles le long de la bordure. Alors, l'inconvénient de l'high-cord, mais qui n'en est pas sur ce modèle, c'est que c'est très rigide. Donc là, je suis allée au maximum de ce que je pouvais. Quand on a de la brioche, c'est pas si mal parce que la brioche, elle a tendance un peu à faire n'importe quoi. Puisqu'il y a beaucoup de mailles glissées, les mailles glissées, ça a tendance à détendre la laine. Du coup, là, ça tient un peu, ça structure un peu le châle et ça permet justement une jolie, donc esthétiquement, ça fait une jolie bordure. Fonctionnellement, on va dire que ça fait quelque chose qui se tient un peu mieux et d'un point de vue pratique, c'est mieux pour relever les mailles. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, je suis venue relever des mailles donc le long de du rabattage en high-cord que j'ai fait, mais également le long de l'high-cord intégré que j'avais fait au fur et à mesure. Et après, je suis venue tricoter comme ça, des rangs très très longs. Mais j'ai fait des rangs raccourcis, ce qui fait qu'en fait, on fait très très peu de fois le rang en entier. Donc on vient tricoter 10 mailles, on repart de l'autre côté, 10 mailles de plus. Et en fait, ce qui fait que, vous voyez, les jetés que j'ai faits sont pas écartés de la même façon au centre ici que sur les bords. Et en fait, ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas trop triangle pointu et large. Ouais. C'est un peu l'inconvénient des châles triangles. Si c'est vraiment à angle droit et qu'on ne joue pas sur les rangs raccourcis, ça fait des choses très profonds qui, quand ils sont portés, peuvent avoir un effet un peu bavette. En tout cas, moi, quand j'ai beaucoup de mal à porter ça parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que
que ça fait cet effet-là. Concrètement, un châle en hiver, ce qui compte, c'est qu'on soit bien au chaud. C'est rarement qu'on soit en mode photo avec notre châle. En tout cas, je préfère des châles bien longs, mais un peu moins profonds. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec des rangs raccourcis. Et en fait, à la fin de chaque section de rangs raccourcis, je suis sûre d'en voir, ça ne doit peut-être pas beaucoup parce que le fond n'aide pas. Ouais. Mais j'ai repris en fait la laine très colorée que j'avais sur la première partie pour faire des lignes de jeté. Et à la fin, j'ai refait une bordure en high-cord avec cette laine-là. C'est magnifique. Alors justement, la laine, c'est quoi ? Alors la laine, pour le coup, c'est absolument pas un partenariat. Je suis allée plonger dans mon stash. Donc la laine multicolore, c'est une laine que Lily m'a offerte, décidément. Qu'elle avait teinte elle-même ? Non, c'est une laine Shink Fiber, sachant que je crois que c'est son indie d'ailleurs de prédilection. Ouais, c'est ça. Alors c'est Shink Fiber, c'est très joli, c'est pas du tout ma cam, dans le sens où moi je porte des couleurs beaucoup plus... pas neutres. Douce. Mais moins nuancée, c'est trop de couleurs tout en même temps dans les échos, donc même si elle fait quelque chose de magnifique, je ne m'y retrouve pas forcément. Mais quand Lily m'avait montré cette laine-là qu'elle avait au départ achetée pour elle, je lui ai dit mais c'est trop beau. En fait, ce type de laine très varié, je l'imagine très bien dans la brioche. Pour moi, il y a no limites au niveau des couleurs dans la brioche, c'est ça aussi l'avantage de ce point-là. Et aussi, ça peut être bien dans un jacquard, mais peut-être à manier avec un peu plus de précaution que la brioche. Du coup, je suis partie sur cette laine-là. Au départ, je voulais la contraster avec du noir ici. Et en fait, arrivé à quelques dizaines de rangs, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas suffisant pour vraiment voir l'effet du motif. Du coup, je suis allée prendre une laine non teinte que j'avais dans mon stash pour faire la couleur contrastante. Et j'ai un peu modifié l'idée de départ. L'idée de départ, c'est de faire la bordure dans la même couleur que du coup le blanc là. Et j'imaginais pas du tout ça en blanc. Du coup, je me suis dit, allez, je vais quand même faire la bordure en noir. Bien, c'est magnifique, hein. Et du coup, il y a le côté très contrastant du blanc avec le noir qui est toujours très beau, très graphique. De ce côté-là, le blanc fait vraiment bien ressortir la laine. Et je trouve que ça rend bien, ma foi. Oui. Après, le seul inconvénient, c'est que la laine multicolore a déteint. Je sais pas si ça se voit bien. Non, ça se voit à peine. Même moi, dans la vraie vie, là, je ne vois pas. En tout cas, elle a déteint comme pas possible. Donc, je vous avertis, parce que c'est pas gênant dans ce projet-là. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, peut-être ça se voit un peu plus ici. Oui, effectivement. Au contraire, moi, cette laine, le fait qu'elle soit non teinte et tout, ça manque il lui manque un petit truc, quoi. Pour quelqu'un qui adore les laines teintes à la main, même un beige, j'aime bien un beige teint à la main, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on retrouve. Et du coup, le fait que ça ait déteint, c'est pas gênant, ça va atténuer un peu le contraste. Ça se voit pas tant que ça, en fait ça met encore plus en valeur la couleur, cette couleur très, très vive. Mais juste pour vous avertir, faites très attention quand vous prenez des couleurs très colorées, notamment, vous pouvez pas forcément le voir, mais c'est les rouges, les roses, les violets qui déteignent. Il doit y avoir quelque chose dans ces couleurs-là qui déteignent plus. Si vous les mettez notamment sur des jacquards, sur des rayures, sur par exemple de la dentelle qui va être en bordure d'une autre couleur, c'est assez fatal. Donc faites le test avant de... Faites un échantillon avec les deux couleurs, baignez l'échantillon comme vous faites votre blocage. Non mais c'est vraiment important parce que moi ça m'est arrivé et ça gâche le plaisir parce que quand il y a une laine qui déteint sur l'autre, il y a un côté progressif. On peut pas le louper en fait. C'est pas comme si toute la couleur était homogènement déteinte. Donc vraiment, moi ça n'a pas d'incidence, c'est pas grave, mais je vous conseille de faire attention et quelle que soit la qualité de la teinturière ou du teinturier qui a fait ça, il y a des risques comme ça. Donc souvent les bleus ça déteint sur les mains, mais ça déteint pas trop d'une laine sur l'autre. Les rouges c'est toujours un peu critique et c'est pas qu'un problème de Lindy Dyer quand elle a mal fait son boulot, c'est qu'il y a vraiment des propriétés de ces couleurs qui les rendent plus susceptibles de déteindre. Donc je vous conseille soit de les contraster avec une couleur plus foncée, soit de faire le test avant, de les laver plusieurs fois. Il y a toujours un risque quand on teint une couleur rose, rouge ou violet avec une couleur claire. Donc voilà, c'était ce que je voulais préciser. Très bien, voilà le conseil de Marianne. Le conseil du jour. Et alors pourquoi est-ce que ce châle n'a pas de nom ? J'ai pas eu le temps de lui entendre. Voilà, il n'a pas encore de nom. Oui, c'est vrai que je t'ai dit qu'il n'avait pas de nom, mais il n'a pas encore de nom. Enfin, j'ai ma petite idée, mais je vous le dirai plus tard. D'accord. C'est pas encore défini. Et c'est prévu qu'il sorte quand, ce châle ? Je n'ai pas encore fait l'appel au test. Là, comme il est terminé, je vais pouvoir... il est quasiment écrit, parce qu'en fait, il est très très simple au niveau des instructions.
Faut savoir faire de la brioche, mais il est pas compliqué en soi, donc il faut juste que je fasse un appel au test, que des gentils testeurs ou testeuses je parie se portent volontaires. Une fois que cette vidéo sera sortie, tu vas avoir des volontaires. Oui, moi généralement, ce que je fais, c'est que je laisse à peu près 2 semaines par nombre d'échevaux que j'utilise dans un projet. Donc là, j'ai utilisé un peu moins de 3 échevaux, j'ai laissé 6 semaines ou 5 semaines pour tester ce modèle. Et après, je le renvoie à la traduction à ma traductrice. Parce que même si je parle anglais, j'aime bien que ce soit bien fait. J'ai une traductrice qui est vraiment absolument géniale. Donc je fais toujours traduire mes patrons par elle, ou à minima, elle les relit très sérieusement pour me corriger quand j'ai traduit moi-même. Ce qui fait qu'il faut compter à peu près 2 mois pour que ça sorte. Donc là, on est fin septembre, oui, peut-être fin novembre, début décembre. Voilà. Vous pourrez le tricoter pour Noël. Voilà, vous pourrez m'en tricoter un pour Noël. Mais oui, mais quelle excellente idée. Maman d'Olivier, si tu me regardes. Tu peux tester, comme ça tu l'auras tricoté avant. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la brioche, c'est vraiment hyper chaud et confortable parce que c'est tricoté en 2 épaisseurs. En fait, on glisse des mailles. En gros, un rang, c'est comme si on tricotait une maille sur 2. Et le rang d'après, on va tricoter l'autre maille. Donc ça avance un peu moins vite, mais finalement pas tant que ça parce que c'est assez captivant. Et à la fin, c'est des projets qui sont vraiment moelleux et doudou. Moi j'adore. Pour l'hiver. Ouais. Franchement, on le sent quand c'est de la brioche. Alors, est-ce qu'on peut parler du coup ? Oui. Parlons du coup. Parlons du coup. Alors, donc, j'ai même pas dit toutes les laines parce que je ne vous ai pas parlé de la laine noire. La laine noire, c'est une Plucky Knitter que j'avais achetée comme ça parce que Plucky Knitter, c'est vraiment génial. Ça coûte cher, c'est difficile à avoir. Je connais pas du tout cette laine. C'est une laine américaine, c'est en tout cas à l'époque, c'est une des rares indie d'ailleurs à faire son propre mix de laine, donc avec des compositions qui lui étaient propres, qu'elle faisait filer elle-même. Alors attends, je te coupe une seconde. Indie d'ailleurs, elle arrête pas de dire Indie d'ailleurs. Teinturière indépendante. Excusez-moi, oui. Et du coup, c'est assez dur à avoir. Et là, à un moment, ils ont sorti une collection de basiques, entre guillemets, qui était un peu moins chère. Alors, l'autre inconvénient de cette laine, c'est qu'elle est quand même plus épaisse que les autres. Donc en bordure, c'est pas trop gênant. Mais du coup, quand j'ai voulu la mettre en contrastante, le fait qu'il y ait peu de différence de tonalité, plus qu'elle soit plus grosse, ça a noyé un peu celle que je voulais faire ressortir. Alors du coup, j'ai noté le coût de chaque laine. Alors, celle-là, la multicolore, c'était 23 €, tu as marqué. Ouais, 20 livres, donc c'est une teinturière anglaise, donc 23 €. La laine non teinte, il me semble que c'est autour de 8 € les chevaux. Et celle-là, c'était donc 24 $, ça doit faire 22 € par là. C'est ça. Donc voilà, donc c'est autour entre 20, on va dire 20 et 23 € chaque écheveau. J'ai utilisé un peu moins d'un écheveau de chaque, mais je considère que tous les écheveaux entamés comptent dans le coût d'un projet. Ouais. Donc ce qui fait un projet autour de 65 €, c'est ça ? 53, tu as mis. Ah oui, non, c'est vrai, parce que comme là, il y a de la non-teinte, ça vient diminuer le prix du projet. 53 €, soit 77 $ canadiens. Coucou les Québécois. Et oui, bonjour. Bon, et ben voilà, tu nous as tout dit pour le châle sans nom. Voilà, sauf son nom. Elle va sauf son nom. Bon, on saura ça début décembre. Alors à mon tour de vous présenter un nouveau projet. Donc c'est un projet qui normalement aurait dû être terminé dans cet épisode. Et puis il n'est pas terminé du tout, et pour cause. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais la semaine dernière, il y a notre copine Elodie, Knitting Journey, qui a fait une publication sur sur le détricotage et la déculpabilisation. Oui, qu'elle a eu pour détricoter un projet qu'elle avait bien avancé. Voilà, qu'elle avait bien avancé, mais qui lui plaisait pas. D'ailleurs, elle en parle dans son dernier épisode de podcast qui est sorti il y a quelques jours. Je vous invite à aller le voir, il est très très intéressant. Tu vas mettre le lien, non ? Oui, je vais mettre le lien, ouais. Donc, la publication d'Elodie m'a convaincu qu'il fallait que je détricote une bonne partie de mon gilet dont je vous ai parlé la dernière fois, le fameux Fondamental Top Down de Jen Hagan. Donc je vous le montre vite fait là, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Donc en fait, je vous avais raconté la dernière fois que j'avais très envie d'avoir un gilet tout simple pour aller au travail, en jersey tout simple. Et j'aurais dû rester sur cette idée de départ. Ça fait quoi finalement ? Et j'ai pas voulu, à un moment donné, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit c'est dommage qu'il soit tout en jersey, je vais inverser le point et je vais faire la partie du bas en jersey en vert. Et puis c'était pas très heureux parce que c'était sur le bas, que moi je suis un peu corpulent, donc ça faisait comme une boursouflure. Déjà là,
Je trouvais ça pas terrible, mais bon, je m'étais lancé, je me suis dit, bon, je Oui, t'as voulu continue. continuer jusqu'au bout. J'ai voulu continuer jusqu'au bout, je me suis dit au blocage, ça enlèverait la boursouflure, enfin bon, bref. Je me suis entêté, j'ai fait les côtes en bas, j'ai repris les mailles tout autour de, de chaque côté pour faire la bande de boutonnage, j'ai fait les boutonnières, j'ai fini cette bande de boutonnage. Et puis bah, ce truc me plaisait pas du tout. En plus de ça, je me suis un peu planté sur la reprise des mailles, c'est-à-dire que j'avais repris pas suffisamment de mailles le long de cette bordure, ce qui fait que, en plus de l'effet boursouflé du bas, ça le remontait un petit peu sur l'avant, il tombait super mal, enfin bon, bref. Ce truc me plaisait pas, j'étais totalement conscient du fait que je le tricotais mais que j'allais sûrement pas le porter. Et voilà, en voyant la publication d'Hello, je me suis dit, mais oui, pourquoi t'entêter tant pis, ça fait rien, t'as passé un temps fou là-dessus, mais détricote-le. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que il est pratiquement pas plus avancé que la dernière fois que vous l'avez vu, parce que je l'ai pratiquement tout détricoté jusque sous le raccord des manches, pour finalement me retrouver à tricoter un truc en jersey tout simple, comme mon idée de départ. Et ça, c'est fou, hein, Oui. le nombre de fois où on s'écoute pas et à la fin, on C'est pense ça. pas que notre intuition avait eu raison. Mais Ben, peut-être qu'on a besoin de passer par ce côté. Par ces étapes, c'est ce qu'Elodie raconte très bien. d'acharnement, Ouais. Et voilà, on se persuade que tant pis, on est conscient que c'est moche, mais on se dit tant pis, ça va le faire quand même, au blocage ça va s'arranger. Puis non, ça s'arrange pas du tout, donc voilà. Bref, je l'ai détricoté, et figurez-vous que ça m'a fait un bien fou. J'ai eu comme une impression de soulagement après avoir détricoté ce truc. Et tant pis, j'ai peut-être passé 20 heures ou 30 heures, c'est pas grave, maintenant je continue. Et je sais que j'aurai un truc qui me plaît. Donc, ce pull, comme je vous l'avais dit, je le tricote avec de la laine Madeleine et Philibert, de la Mérino DK, Méri DK, 100% Mérino, en coloris Brest. Alors, comme vous pouvez le voir là derrière, je n'ai pas mixé les écheveaux, ce qui fait qu'on voit une démarcation. Je pense que vous la voyez bien là. Ça fait comme un effet de grosse rayure. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui me dérange pas en fait. J'ai vu tout de suite qu'il y avait une différence de teinte, mais là, par contre, pour le coup, au contraire, c'est un truc que je trouve plutôt sympa. Ça me fait penser quand on trempe. Il y a Voilà. des vêtements qui sont trempés progressivement, Ouais. ce qui fait que le bas est plus foncé. Donc, à l'origine, c'est involontaire. Normalement, il n'y aurait pas dû y avoir cette démarcation, mais finalement, pour moi, je vois pas ça comme un défaut. Je vois ça comme un truc un peu sympa. Donc, voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce modèle, de plus que la dernière fois. J'espère que dans le prochain épisode, je pourrai vous le montrer terminé, mais je pense que oui. Tu redétricoteras pas. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà suffisamment parlé la dernière fois, et on rentrera plus dans le détail quand il sera fini. Mais t'as bien fait de reprendre aussitôt à continuer à le tricoter, parce que Oui, parce que l'erreur, autrement, ça peut ouais. être d'en faire un boulet, genre on a tellement d'émotions négatives de l'avoir C'est tricoté ça. pour rien, qu'on le met de côté et on n'est jamais prêt à le reprendre. Alors que je pense que être dans cette dynamique un peu positive d'accepter Oui, voilà. le fait que ce sera mieux après, hop, tu poursuis directement et tu peux l'avoir fini pas... Voilà, donc tout ça pour dire que Plus tard. voilà, il faut déculpabiliser, comme dit Hello, et il faut, quand un truc nous plaît pas, tant pis, on le détricote et on recommence. C'est clair. Ce qui nous amène à ton prochain projet. Donc moi, c'est un projet qui est encore sur les aiguilles, mais qui va très vite en disparaître. Donc je me suis lancée il y a quelques jours dans attention, le premier modèle pour hommes. Donc juste pour remettre un peu le contexte, là on vient de le terminer, mais on était en premier match de Knit Teach. Donc le Knit Teach, c'est une opération organisée par Tricot et Stitch qui réunit beaucoup de tricoteurs autour d'Harry Potter. Il y a des équipes. Alors moi je connais pas très bien Harry Potter, donc pour les gens qui adorent ça, si je dis des erreurs, c'est normal, je m'y connais pas, mais il y a plusieurs équipes correspondant aux maisons Harry Potter. Il y a des tournois et l'idée c'est de tricoter un maximum possible en fonction de ses capacités de tricot. Et du coup un peu de se dépasser. L'idée c'est pas que tout le monde ait des vifs d'or, mais que chacun se dépasse. Moi j'étais un peu dans une phase où je tricotais pas trop, un peu quand même, et du coup là ce tournoi de Knit Teach m'a donné des envies de tricot en petit, voilà. Et du coup dans ce cadre-là, je me suis vraiment lâchée sur le tricot. Et du coup un soir, je me suis lancée parce que j'avais beaucoup d'envie de tricot et que c'était la bonne occasion pour tricoter ce Knit Teach dans mon premier modèle homme. Donc je vous le montre avant de le détricoter.
Donc c'est un pull qui commence par le haut, donc il n'y a que le haut. On monte d'abord les mailles pour le dos, donc le dos est ici. On fait des rayures et après on vient pas faire des rayures sur tout, sur tout la hauteur jusqu'au bas des emmanchures. On vient faire juste quelques centimètres et après on relève les mailles pour le devant, on fait quelques augmentations pour creuser l'encolure. Et après, en fait, plutôt que de faire tout le corps et après relever les mailles pour les manches, en fait, on vient relever directement là, les mailles pour les manches. Donc là, ce que vous voyez, c'est les manches qui démarrent. Des manches, alors, c'est pas forcément très clair quand je vous l'explique, mais l'idée, c'est un truc qui mixe un peu une construction avec des manches montées et une construction en raglan. Je voulais pas de construction en raglan, je trouve que c'est moins... comment on dit, physiologique que les manches montées. Ça c'est aussi la couture qui m'a donné des héritages. Je préfère largement les manches montées au raglan parce que les manches montées, vraiment, les épaules commencent aux épaules et du coup, je trouve que notamment pour des pulls hommes, c'est plus ajusté. Voilà, exactement. Il y a un côté qui marque plus les épaules et la carrure. Sauf que je voulais quand même des rayures sur les manches et je trouvais que c'était plus simple en fait de faire comme ça, ce qui fait qu'en fait je peux faire suivre les rayures du corps avec les rayures des manches. Et à partir de là en fait je vais faire au départ des augmentations que sur les manches et après je vais faire les augmentations à la fois sur les manches et sur le corps pour venir faire la différence entre la carrure et le tour de buste. Et tu l'envisages comme une marinière, c'est-à-dire qu'il sera rayé sur la totalité? Non, pour moi, dans ma tête, les manches, je n'ai pas encore déterminé si ça serait entièrement rayé. Potentiellement, les manches vont être complètement rayées, mais le corps, ça va s'arrêter, je pense, au niveau où on rejoint où on sépare les manches et le corps, et je pense faire le bas du corps soit en jersey tout simple dans ce gris, soit avec un point texturé. Mais contrairement à la plupart de mes designs femmes où c'est très très clair dans ma tête avant, là il y a moyen que ça évolue parce que c'est la première, c'est l'aventure. Je tente des constructions que je n'ai jamais faites, que je n'ai jamais vues nulle part ailleurs. Et alors pourquoi tu veux le détricoter ? Je veux le détricoter pour des détails un peu tout bêtes. Donc dans ma tête, je voulais ce côté un peu très graphique où les rangs raccourcis qui servent à dessiner l'épaule soient utilisés comme des éléments de design. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a ce triangle-là et en fait, une fois réalisé, je trouve pas ça si heureux que ce que j'avais imaginé dans ma tête. Et en plus, c'est plus compliqué à faire. Donc il n'y a pas grand-chose qui va changer pour la version définitive. Faut pas dire que j'ai tricoté peut-être 3 heures dessus, donc c'est pas très grave si je détricote. Et en fait, la grosse différence avec la version finale, c'est que là, ce sera tout gris au lieu d'être gris foncé au lieu d'être gris clair. Voilà, j'enlèverai cet élément-là et je vais en profiter pour juste un tout petit peu retoucher l'encolure. Donc vraiment, les différences vont être minimes, mais je me suis dit, tant qu'à faire... C'est vraiment un projet sur lequel j'ai pas beaucoup de stress. J'ai pris des laines de mon stash. C'était des laines que j'avais achetées pour faire un modèle homme. Je voulais faire une déclinaison de mon Sugar Bush. C'est un de mes modèles avec un jacquard. Et je voulais faire pour homme parce que j'avais fait une version pour mon fils, donc pour petit garçon. Il se trouve que mon mari n'a pas été hyper enthousiaste. Je comprends pas pourquoi. Du coup, j'ai laissé traîner et quand il y a eu ce tournoi de Knit-Teach où c'était la porte ouverte à tous les cast-on, au montage de tous les projets, je me suis dit, tiens, je vais utiliser ces laines-là pour faire un modèle homme. Donc il est tricoté en fingering, hein ? Non, c'est un mélange de 2 fils en fait qui fait que c'est un équivalent DK. Donc je vous montre les 2 fils. Alors, est-ce que j'ai avec... Je vais montrer dessous où il y a les étiquettes. Ah, Holzgarn. La Holzgarn, j'adore la Holzgarn. Il y a un nombre de coloris absolument énorme. C'est pas cher. Il y a différentes qualités. Donc là, la qualité que j'ai, c'est d'une part la Coast, qui est un mélange de laine et de coton. C'est une laine assez fine, plus fine que de la fingering. Et je la mélange avec la Titicaca, qui est également de Holzgarn, qui là est du 100% baby alpaga, je crois. Non, 100% pure fine alpaga. Donc c'est une laine qui est extrêmement douce. Je sais pas si tu veux... Ouais, effectivement. Moi, je connais que la Super Soft, et du coup... qui n'a de douceur que son nom. Oui, c'est ça. Et celle-là, elle est ni douce ni rêche. Le fait qu'il y ait du coton. Et du coup, les deux ensemble, alors là, c'est quasiment la même couleur, mais il y a quand même un léger effet. Ce que vous voyez à l'écran, c'est très très fidèle à la réalité. Celle-là est légèrement plus foncée que celle-là. Et après, la couleur contrastante, je les avais. Voilà, c'est deux gris clairs. Les mêmes qualités de fil, en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, tricoter.
tu peux toucher. Il y a un côté un tout petit peu poilu de Ouais, mais l'alpaga. vachement doux quand même. Hein. Et ce que j'aime bien en fait quand on tricote 2 fils ensemble, notamment 2 fils de Holzgarn, chose que je fais assez souvent, c'est que ça donne une épaisseur de déca et la chaleur de la déca. Mais quand tu touches en épaisseur, mais c'est pour ça que c'est je t'ai plus dit, fin, en fait. j'ai cru que c'était de la fingering, tu vois. Au niveau de la place que prennent les mailles sur un échantillon, c'est la même chose, mais ça donne quelque chose de beaucoup plus léger et de fin. Oui, et ça se sent également au poids qu'il faut pour... On le voit dans le tricot. Hein, y a un Alors côté après, ça aérien, gonfle au au blocage. blocage, ouais. Mais du coup, ça reste quand même quelque chose qui est un bon compromis, parce que ça n'est pas le côté mastoc que peuvent avoir certaines laines DK qui sont aussi épaisses que... Bref, je me comprends moi-même. Mais j'aime beaucoup la Holzgarn pour ça, doublée, parce que ça remplace la DK de façon assez avantageuse, économique, et avec toutes les propriétés de chaleur que peut avoir la laine DK par rapport à la fingering. Donc ça, je vais le détricoter entièrement. Alors j'avais même tricoté, enfin relevé les mailles pour faire le col, pour me rendre compte. Ah, parce qu'on commence pas par le col. Non, hein. là, le col est relevé après, en Ouais. fait. On commence par cette partie-là, par le dos. D'accord. Donc il y a quelques ajustements à trouver, mais ce ne sera pas fondamentalement différent. Et donc tu mais... penses sortir ce patron quand? Alors comme justement je n'ai pas beaucoup d'enjeux à le tricoter très vite, je sais pas. En Idéalement 2048. début d'année. Non, je vais pas non plus... Généralement si ça traîne trop, c'est que j'abandonne le Ah non, projet. t'abandonnes pas. Ça fait des semaines Alors, que je lui tous dis ceux qui ont envie que ce projet sorte, qui me harcèlent pour que je n'abandonne pas, Olivier en premier lieu, voilà. Donc, non, mais je vais essayer de le faire compte tenu de mes contraintes. À mon avis, j'aurais fini de le tricoter au plus tard fin octobre. Après, je lance le test, ce sera début 2020. Ouais. Voilà, j'aimerais bien aussi, j'ai vu que Fonty a sorti un nouveau fil qui s'appelle Tartan en DK, qui a l'air très intéressant, et je me demande si je vais pas demander à quelqu'un de le tricoter pour moi dans cette qualité-là, parce que Fonty, c'est une laine made in France que j'aime beaucoup. Bien, on va passer au projet suivant. Oui. Alors, il s'agit encore d'un projet en cours à moi. Il s'agit du châle Axel de Camille Descoteaux. Alors, je vous montre comme ça, mais je vous incrusterai des photos prises sur Ravelry. Donc, il s'agit d'un châle qui a une construction un peu particulière. Il est en triangle, mais on commence par tricoter la partie centrale que vous voyez ici, et on vient reprendre des mailles sur les côtés pour tricoter des ailes. Voilà. Donc je tricote ce châle en duo avec ma copine Caro Room. Donc Caro est une fille qui est très timide, j'espère réussir à la convaincre. Ah ouais, quand on aura fini de tricoter ce projet ensemble, j'aimerais bien la convaincre de le présenter avec moi, mais bon, on verra si elle accepte. Donc c'est un châle que je tricote avec de la laine un peu rustique, de la laine suédoise Ullsantrum. Donc que je vous montre ici. Voilà les écheveaux que j'utilise. Donc la partie centrale est tricotée avec le coloris lichen. Donc c'est un... comment on appelle ça? Un dégradé. Oui, un dégradé qui va du gris clair au gris foncé jaune. Voilà. Ce qui nous donne cet effet que vous voyez là. Donc là pour le moment ça a dégradé que du gris foncé au jaune. Après ça va continuer sur toute l'intégralité de la partie centrale, voilà. Et puis les ailes et la partie contrastante sont tricotées avec le coloris anthracite. Alors la laine Ullsantrum, comme je vous le disais, est une laine suédoise, 100% laine. Alors la particularité de cette laine, c'est qu'elle est très rustique, elle sent très fort la laine. Ouais, c'est le premier truc. Je t'ai dit en sortant le projet, on se trompe pas, tu tricotes de la laine. Mais malgré sa rusticité, moi je trouve pas qu'elle soit... c'est pas un truc qui gratte. Et paraît-il qu'elle s'adoucit énormément au blocage. Oui, je pense que c'est le type de laine qui gonfle, prend de l'ampleur c'est ça. Et donne quelque chose de très sympa. Donc particularité de la laine Ullsantrum, c'est que en fait ce sont des moutons très rustiques, suédois, pour lesquels d'habitude on ne récupère pas les toisons. Et en fait depuis la fin des années 90, je crois que c'est 96, il y a une personne dont j'ai complètement oublié le nom qui a lancé cette marque Ullsantrum. En fait, elle récupère ces toisons qui normalement jusque-là étaient brûlées et elle les file et elle valorise cette laine en fait. Mais tu sais que même en France, c'est pas les mêmes moutons. Il y a les moutons à laine qui font que ça, et en fait, il y a plein de moutons qui sont qui sont cultivés, élevés pour leur qualité de viande,
dont on ne se sert pas de la laine parce que... Ah, je savais pas du tout ça. En France, on est quand même un pays où il y a un rendement à avoir dans l'agriculture, donc dans les élevages aussi. Et du coup, ils cherchent des bêtes à rendement pour la viande qui n'ont pas des qualités de toison. Et du coup, c'est des toisons qui vont servir pour les matelas, pour des choses où il n'y a pas besoin d'avoir de la laine qui est douce. Et pour les agriculteurs, c'est très peu valorisé. Du coup, ça leur coûte limite plus cher de leur laver la toison de la tonde que ce qu'ils le vendent aux grossistes. Ça doit être le cas de cette houle Centrum. Voilà. Donc ce châle, construction très simple, en triangle. On commence avec un montage invisible qu'on fait ici. Et puis après, avec un jeu d'augmentation, de manière très classique, on augmente, et puis on obtient ce triangle. Quand j'aurai terminé l'intégralité du triangle central, comme je vous l'expliquais, je viendrai relever des mailles sur les côtés pour faire des ailes. Voilà, là on en est au début, il n'y a que quelques heures de tricot là-dessus. Donc c'est un point très très simple. C'est une alternance de jersey en droit, jersey en vert, et puis là c'est une espèce de dentelle avec des jetés, mais vraiment très très simple. C'est très très beau. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est très beau, et puis moi j'ai été séduit en fait par les photos du patron, et puis la laine qu'elle a utilisée, je ne sais plus quelle laine c'est, mais c'est également une laine rustique, et j'ai bien aimé le côté dégradé. Du coup, à chaque fois, c'est qu'une seule laine, et c'est la laine qui en elle-même va créer le motif. C'est ça, oui, on ne change pas du tout, c'est un seul échelon. Sympa. Du coup, si vous voulez avoir juste un bicolore, il suffit d'avoir une laine unie de chaque couleur. J'ai vu d'ailleurs sur Ravelry qu'il y avait des gens qui avaient testé avec juste en bicolore. Et je trouve que c'est moins sympa. Moi, c'est ce qui m'a séduit, c'est le côté dégradé. Voilà. Donc voilà, je vous en raconterai un petit peu plus la prochaine fois. En tout cas, patron très simple et très agréable à tricoter. C'est un peu un tricot nos cerveaux. Oui. Et ça fait du bien, voilà, j'aime bien. Et j'espère que Caro viendra présenter son modèle avec moi. Caro, elle tricote bien, elle tricote vite, elle tricote des beaux modèles dans des belles laines. Que des beaux modèles dans de très belles laines, c'est une super tricoteuse. Ouais. Et j'aimerais vraiment qu'elle arrive à dépasser sa timidité et qu'elle arrive à venir... Je suis sûre que tu peux y arriver. Ouais, je vais essayer. Crois. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le châle Axel de Camille Descoteaux. Et on va passer à un projet à toi maintenant. Oui, tout à fait. Donc c'est le pull Astragal et tout à l'heure vous m'avez posé la question de est-ce que je sors tous mes designs ? Non, je ne les sors pas tous. Enfin, est-ce que je sors tout ce que je tricote, je sors en design ? Non, parce que parfois j'abandonne le projet en cours de route et celui-là, ça a bien failli être le cas. En tout cas, il a été abandonné pendant pratiquement 1 an puisque c'est un projet que j'ai commencé au retour des vacances d'été d'il y a 1 an. J'étais hyper motivée par le projet et je sais pas trop pourquoi, il y a dû y avoir une urgence de monter d'autres projets qui a fait que j'ai abandonné ce projet-là un peu en cours de route, en plus un endroit où j'étais peut-être à quelques heures de finir le corps, enfin un truc un peu incompréhensible maintenant, je ne sais plus pourquoi, mais en fait je l'ai retrouvé là, il y a peu de temps, il y a 2 semaines, j'étais à la recherche désespérée d'aiguilles 4,5. Donc toutes celles qui ont beaucoup d'encours qui traînent me comprennent. Parfois on a tellement d'encours qui traînent qu'on n'a plus d'aiguilles disponibles à la bonne taille. Et c'était un peu le cas pour moi. Donc pour commencer le projet homme, je cherchais des aiguilles 4,5. Donc finalement j'ai fait en aiguille 4 et ça me vient tout à fait. Donc parfois ça dit bien de ne pas retrouver la bonne taille d'aiguille. Mais du coup en faisant cette recherche d'aiguilles, je suis allée dans tous les sacs à projets que j'avais pour me dire il doit bien y avoir des projets que je vais défaire s'ils traînent depuis autant longtemps. Et je suis retombée sur celui-là que j'ai pas du tout eu envie de défaire, bien au contraire. Je me suis dit mais pourquoi j'ai laissé tomber ? Et en fait il m'a fallu quelques heures pour finir le corps. Donc c'est un pull boxy. Tricoté avec 2 fils de mohair ensemble. Donc c'est la marque Isager, c'est une marque danoise me semble-t-il. C'est une famille qui a cette marque de laine et dont la fille fait aussi des modèles de tricot absolument magnifiques dans l'esprit de la mode scandinave. Elle fait des livres et tout, je vous recommande, c'est vraiment très très beau. Et du coup leur mohair, c'est 2 couleurs différentes, un beige et un rose pâle.
que j'ai acheté sur la boutique de Biche et Bûche. C'est Oui. aussi, alors je sais pas de quel pays scandinave elles viennent, elles habitent à Lyon, donc elles sont installées en France. Elles ont elles-mêmes leur propre marque de Oui, laine. d'ailleurs, La fille est photographe et crée des modèles, donc les photos dans une esthétique très, très nordique sont vraiment superbes. Et du coup, elles revendent aussi la Isager, qu'on peut par ailleurs trouver chez La Bien-Aimée, me semble-t-il. Donc voilà, donc c'est un filmware qui est pas si cher que ça et qui est d'une douceur assez incroyable. Et du coup, j'ai pris 2 couleurs ressemblantes mais différentes pour un léger effet chiné et puis pour donner un peu de profondeur en fait. Et comme ces 2 fils de mohair tricotés ensemble, ça donne quelque chose qui est quand même assez léger en fait du point de vue du rendu. Et qui a l'air d'être douillet. Ah ouais, c'est Oula, assez oui. incroyable. Du coup, c'est assez incroyablement élastique, assez douillet. Du coup, c'est un modèle avec un col assez profond, pas tout à fait cheminé, mais qui se rapproche du cou, donc bien confortable pour l'hiver, et qui se tricote du haut vers le bas. Et la particularité, c'est que là, pour le coup, j'ai monté d'abord toutes les mailles du col. J'ai tricoté tout le col. Puis en fait, je suis venue monter des mailles pour les épaules dos. J'ai mis en attente la moitié des mailles du col en gros. Et en fait, j'ai continué l'autre moitié des mailles du col pour le dos. Et une fois que j'ai voulu faire le devant, en fait, je suis venue relever des mailles ici, là. J'ai repris les mailles que j'avais laissées en attente. Et j'ai fait des rangs raccourcis, en fait, pour creuser devant. Donc de là à là, s'il y a cet effet arrondi comme ça, c'est que j'ai fait des rangs raccourcis, en fait, pour ne tricoter le rang que partiellement pour, en fait, venir creuser. Donc voilà, en fait, c'est des détails qui rentrent de façon assez simple, mais qui crée un peu toute l'originalité du modèle. Ça se tricote très vite, ça se tricote en aiguille 4,5 et ça vole sur les aiguilles. Mais ça vole déjà tout. Ouais, oui, c'est vrai On a que l'impression que c'est vraiment hyper aérien, hyper léger. je pense que ça va être hyper agréable à porter l'hiver. Très chaud, hein, très, aussi. très, oui. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que de manipuler le mohair, on sent que les mains chauffent assez rapidement. Il y a un truc que je trouve vraiment, un détail que je trouve vraiment très joli, c'est la continuité de la côte du col avec ce petit... Oui, parce que tout en faisant des rangs raccourcis, j'ai fait des diminutions, mais en conservant en fait cette... Et le petit virage là qui est de chaque côté, je trouve ce détail vraiment très chouette. Et tout comme la plupart des modèles en jersey en verre, en fait, j'ai tricoté sur l'envers pour tricoter majoritairement des mailles en droit. Il n'y avait que du coup les côtes qui étaient tricotées en alternant mailles en droit et mailles en vert. Et pareil pour les manches, en fait, je les tricote comme ça, vers l'intérieur. Donc voilà, les manches vont être un peu ballon. Donc là, au lieu de faire des diminutions, je fais des augmentations, mais assez légères. Et puis je vais venir diminuer d'un coup pour un petit effet blousant là sur les bras. Donc ça devrait aller très vite pour que je finisse ce modèle. Donc pareil, c'est un truc que je vais devoir faire tester et qui sortira à mon avis en décembre. Très chouette modèle. Voilà. Je crois que tu as encore un dernier modèle à nous présenter. Oui. Donc c'est un modèle que j'ai un peu présenté sur les réseaux sociaux et qui je crois devrait vous plaire. Donc c'est un pull jacquard avec un grand empiècement tout en jacquard. Magnifique. Voilà. Et du coup, là, on a parlé un peu d'inspiration au début, là, je peux vous dire d'où vient l'inspiration. En fait, moi, j'adore dessiner des grilles de jacquard. J'ai un logiciel pour faire toutes les grilles de tricot, et du coup, c'est un peu comme du pixel art. Et du coup, dès que j'ai plein de grilles d'avance de jacquard, de trucs qui m'inspirent, et toutes ne donneront pas lieu à la fin à un design, mais j'aime bien, ça me détend de faire ça. C'est comme si on faisait du dessin, mais en version grille de jacquard. Et du coup, j'avais envie de faire quelque chose inspiré des feuilles de ginkgo. Du coup, j'ai d'abord dessiné la feuille de ginkgo, mais sauf qu'avoir juste une feuille de ginkgo, ça c'est massif en fait. Et du coup, il fallait aérer ça, et j'ai eu l'idée en fait de venir faire les nervures. Sauf que là où une nervure sur le dessin c'est facile à faire, c'est beaucoup plus compliqué de faire tous les traits entre guillemets qui sont obliques. Donc c'est facile de faire un trait droit, un trait horizontal, éventuellement un à 45 degrés ça va, mais c'est beaucoup plus délicat de faire des traits qui partiraient tous du centre. Du coup il faut beaucoup essayer, et à la fin j'ai réussi à faire ça. Donc ça s'éloigne un peu de l'idée de nervure, mais il y a quand même ce côté un peu aéré dans la forme de feuilles de ginkgo. Et quand j'ai eu fini de faire ça, moi j'étais hyper enthousiasmée par le dessin. Ça m'a tout de suite inspiré quelque chose un peu art déco. Donc,
Et c'est vrai que l'art déco, typiquement, c'est quelque chose qui s'inspire du végétal. Ben oui, très. Donc voilà, et assez rapidement après ça, j'ai été contactée par Boucle Laine. Donc Boucle Laine, c'est une marque familiale. Donc moi, j'ai échangé Bretonne, avec je crois. la fille et la maman. Donc c'est Clotilde, sa maman, je ne me rappelle plus, mais les deux sont dans le business et s'occupent de parties différentes. Et du coup, elles m'ont parlé du partenariat. Donc elles ont un certain nombre de partenariats qui ont déjà eu lieu avec des designers. Elles ont un process bien en place. Et du coup, elles m'ont demandé si ça me plairait. J'ai dit ah oui, volontiers, j'ai telle idée. Très ouverte, très heureuse qu'on puisse collaborer ensemble. Elles m'ont envoyé un carton de dingue avec des petites pelotes de 5 grammes de toutes leurs couleurs. J'ai reçu ça, j'étais mais c'est incroyable et tout. Et bon, j'avais déjà en fait mon idée en tête avant de recevoir, donc j'ai fait un échantillon avec ces deux couleurs qui a confirmé mon amour et mon envie de tricoter ça. Ouais, c'est des couleurs d'automne. J'aime beaucoup cette couleur. Hein. C'est quoi le nom de la couleur? C'est brique. Et celle qui est, à mon avis, elle est non teinte ou teinte très légèrement, c'est sable. Très très joli. Et alors la laine, parle-nous-en. Alors du coup, elles ont plusieurs laines et celle que j'ai choisie, c'est la Roussin Alpaga 20. Donc c'est de la laine. C'est 100% alpaga? Non, 80% Roussin de la Haye. Donc c'est des moutons élevés en Bretagne. Et 20% d'alpaga élevés aussi en Bretagne, je pense. Et du coup, c'est un fil DK. Là, c'est rustique, hein, quand même. Oui. On sent là quand on touche. Oui, c'est vraiment le type de fil qui conviennent bien aux jacquards parce que traditionnellement, les jacquards, c'est fait avec des fils non super roches. Et en fait, c'est le fait qu'ils ne soient pas super roches, les écailles accrochent et sont beaucoup plus mobiles. Et ce qui fait qu'en fait, quand on les lave, elles ont tendance à s'ouvrir. Et quand ça sèche, à se rétracter. Donc, il y a un brin... Je vais montrer. Ah, pardon, excuse-moi. Il y a un brin avec l'écaille qui va s'ouvrir, celui d'à côté. Donc, quand c'est mouillé, ça va s'ouvrir. Et quand ça va sécher, ça a tendance à se refermer. Ce qui fait que ça va créer une cohésion de maille en maille. Ce qui fait qu'en fait, les jacquards, traditionnellement, sont tricotés dans ce type de laine parce que ça crée un tissu qui va être plus cohérent une fois qu'il est bloqué. Après, moi, j'ai absolument aucune... religion sur le fait de tricoter des jacquards avec des laines super roches, je le fais très souvent, mais traditionnellement, c'est pour ça que c'est plutôt ce type de laine assez rustique qui sont utilisés pour le jacquard. Donc ça, c'est un bon pull d'hiver qui sortira normalement fin novembre au moment de la grande mercerie. D'accord. Donc voilà, et je vous recommande très chaudement les laines Boucle Laine, parce que déjà, c'est du Made in France, c'est une petite entreprise qui fait vivre aussi tous les éleveurs qui ont choisi de faire des moutons pour leur laine de qualité, qui le fait filer en France, qui le commercialise, et à des prix qui sont vraiment raisonnables. Ouais. Et avec un choix de couleurs qui s'étend toujours plus. Donc ils ont un site internet, hein, où vous pouvez aller voir tous les détails. Et alors du coup, tu dis que tu le sortiras pour la grande mercerie, ce qui veut dire qu'ils seront présents à la grande mercerie? Oui, voilà, eux auront un stand à la grande mercerie, donc il sortira à ce moment-là, et je vais le mettre en test tout bientôt avec, j'espère, plein de testeurs qui le tricoteront dans les laines Boucle Laine. Regardez, parce qu'il y a plein de couleurs et que ça vaut le coup. Oh bah oui, je suis pas sûre qu'en taille ça taille. Oui, en taille couleur, ça va pas le faire, mais tu en peux couleur, le tester. Ouais, je vais le grader jusqu'à taille 160 ou 170, puisque c'est un peu la nouveauté. J'ai été... comment dire, pas prise à partie, mais j'ai été sollicitée pour étendre ma gamme de taille par des gens qui en avaient marre de jamais trouver des designs qui leur plaisaient dans leur taille. Donc il y a un vrai mouvement en ce moment qu'on retrouve sur les réseaux sociaux pour plus d'inclusivité, mouvement qui comprend le fait de représenter plus et mieux les personnes de couleur, parce qu'elles ont autant de talent que les autres, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les blancs qui soient mis en avant. Et dans un peu ce même mouvement, les personnes qui ont des tailles qui sont en dehors des standards et qui du coup ne rentrent pas dans tous les tableaux de taille des designers, on dit au moment ça suffit, il y a déjà toute l'industrie du prêt-à-porter qui ne nous considère pas, faites un effort. Et du coup c'est un peu dans ce mouvement-là qu'on m'a dit pourquoi un modèle qui me plaît et pas dans ma taille. Et du coup j'ai fait un travail pour grader beaucoup plus large, et ce modèle à ce titre-là sera disponible dans un grand nombre de tailles. Et dans des très grandes tailles. Et ben voilà pour tous les projets dont on avait à vous parler. C'est fini pour la section projet. Et on va pouvoir passer maintenant à la section blabla. Mais oui.
Alors, je voulais démarrer cette section blabla en évoquant le magazine Voulez-vous, parce que vous le savez sans doute, Marie-Amélie est une des deux créatrices de ce magazine qui va bientôt être disponible au mois de novembre, si je ne Oui, me tout à trompe fait. pas. On va le sortir au moment du salon CSF et de la Grande Mercerie. Voilà. Donc là, on est sur la dernière ligne droite de finalisation du premier numéro. Alors, de Marie-Amélie, tu as créé ce magazine avec Kali, que je recevrai sans doute d'ici la fin de l'année dans ce podcast. Donc on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler, sûrement après la sortie du magazine. Et donc, parle-nous-en un petit peu plus. Qu'est-ce que ça va Alors, être? moi, l'idée d'un magazine tricot, c'est comme celle d'avoir ma ligne de vêtements. C'est quelque chose dont je rêve depuis très longtemps, sans forcément me dire que je vais réaliser tout de suite. Et c'est trouvé qu'en discutant avec Kali, elle avait la même idée et qu'on s'est dit, allez, chiche, on y va. Et du coup, l'idée derrière ça, c'est de créer un magazine de tricot indépendant francophone qui par la suite sera traduit en anglais, pour mettre en avant ce savoir-faire des Françaises ou des francophones, que ce soit des designers ou des teinturières françaises. Et l'idée, c'est de partager avec la communauté française autour du tricot, donc autour d'un certain nombre de modèles créés exclusivement pour le magazine, mais également autour d'autres types de contenus d'ambiance ou d'informations sur la laine, sur le tricot, sur des choses qui nous intéressent nous, pour faire de la lecture de ce magazine un moment de détente, éventuellement un moment de partage où on imagine feuilleter ensemble un magazine pour commenter, voir les projets qui nous plaisent. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va trouver concrètement dans ce magazine? Alors concrètement, il y aura 10 modèles de tricot qui ont été créés par différents designers. Donc avec les patrons? Exactement, ce seront les patrons de ces modèles-là. Il y aura des interviews des personnes qui ont participé au magazine, que ce soit les designers ou les teinturières. Il y aura des articles généraux, des articles sur des techniques de tricot ou sur des choses à savoir dans le tricot. Voilà. D'accord. Et donc là, le premier numéro, on est à quel stade? Vous avez commencé, vous avez terminé la maquette? Vous êtes en train de le Alors la finaliser? maquette est quasiment finalisée et là on en est au stade de remplir la maquette avec le contenu qui lui-même, en gros on a le contenu qui est quasiment finalisé, la maquette qui est quasiment finalisée, on est au stade de faire le remplissage de la maquette avec les contenus. Et alors où est-ce qu'on va pouvoir se procurer ce magazine? Alors ce magazine, beaucoup d'entre vous vont le recevoir parce qu'ils ont participé à la campagne Ulule, donc vous allez le recevoir dans votre boîte aux lettres quelques jours avant le lancement officiel. Sinon, le magazine sera disponible dans les merceries ou sera disponible sur le site du magazine qui sera ouvert pour l'occasion. D'accord, donc il n'est pas encore ouvert. Hein, là. Non, on ne prend pas encore les précommandes. Suivant le timing où sort le site, soit il y aura une partie en précommande, soit ce sont des commandes simples si c'est concomitant à la sortie. Je crois que pour le moment, vous avez un compte Instagram si on a envie de vous suivre et d'être au courant. Oui, on a créé un compte Instagram pour pouvoir communiquer. Là, il a été actif au moment de la campagne Ulule et puis il va petit à petit redevenir actif pour préparer le lancement du magazine. Donc n'hésitez pas. Je vous mets en bas et puis moi, je relayerai également via mon propre compte de marque. Et alors, vous avez une idée de la fréquence de parution de ce magazine? Alors, on aimerait en sortir 2 à 3 par an. Donc, chaque magazine aura une thématique et sera lié à la saison dans laquelle il sortira. Donc, pour le tout premier, vous avez pu le lire si vous avez suivi la campagne Ulule. Le thème, c'est souffler. Alors, comme le magazine s'appelle Voulez-vous, l'idée, c'est comme une phrase, voulez-vous souffler, point d'interrogation. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment le souffle comme la pause au milieu d'une journée très chargée, comme ce qu'on peut retrouver quand on tricote et qu'on n'entend plus rien autour, qu'on n'attend que ça, d'être au calme pour tricoter. Donc, c'est vraiment retrouver son souffle. Moi, j'avais aussi un peu l'idée du souffle comme l'inspiration, comme quelque chose, l'énergie. Et c'est vraiment ça, autour de ce thème-là, que tourne le premier numéro, donc avec des modèles bien cosy, adapté à la saison d'hiver, et puis une ambiance café, une ambiance détente, soin de soi, relaxation. D'accord, et bien pour terminer sur le voulez-vous, on va rester fidèle à l'esprit de mon podcast, on va parler du coût. Est-ce que vous avez une idée du montant que va coûter ce magazine? Ou pas encore? Coûter à nous ou coûter aux gens? Non, coûter aux gens qui vont vouloir l'acheter.
Alors, bon, c'est encore en C'est pas débat défini, ouais. entre nous, mais ce sera entre 26 et 27 euros le magazine. Sachant qu'il s'agit d'un magazine, c'est pas un petit magazine Oui, comme voilà, un mensuel ou un hebdomadaire, on est en c'est presque un quasiment du livre. livre. Oui, voilà, Ouais. c'est 150 pages avec des patrons qui ont été, Voilà. qui ont subi l'édition technique pour les erreurs, qui ont été testés, de Oui. designers qui sont rémunérés à leur juste valeur pour participer à ce magazine. Donc c'est vraiment voilà, un magazine indépendant avec toute la structure qui est très différente d'un livre qu'on va trouver par exemple Oui. dans une maison d'édition traditionnelle. Mais voilà, toute la chaîne de valeur va faire en sorte que chacun ait sa juste place et soit justement Oui. rémunéré. Et en contrepartie, c'est quelque chose qui aura un coût de Qui aura un certain 26-27 euros. Mais rapporté au nombre de pages et surtout Au au nombre de fait qu'il y a patrons. quand même 10 patrons, c'est finalement un tarif Voilà. tout à fait correct. Sachant que nous, on est persuadés Justifié, en que tout dans cas. le lot, il y aura plusieurs patrons Ouais. qui vous plairont et que même au-delà des patrons, c'est des contenus qui vous intéresseront. C'est un bel objet qui pourra être feuilleté à plusieurs, qui pourra rester en évidence sur votre table basse de tricoteuse. Donc on a vraiment hâte que le premier numéro sorte, donc ça sera à l'occasion de la Grande Mercerie, rappelle-nous la date. Alors, j'ai plus la tête exacte en tête, C'est mais mi-novembre. non, c'est fin novembre en fait. Fin novembre. C'est la semaine qui est à cheval entre novembre et décembre. Donc c'est super parce que fin novembre, début décembre, vous pourrez même en acheter pour faire des cadeaux à Noël. Ah oui, c'est parfait. Donc c'est parfait. Donc voilà pour le magazine Wool et vous. J'avais ensuite envie d'évoquer brièvement le festival L'Heure de la Laine qui va se dérouler dans 2 semaines. Donc ça se passe à la Bonneville-sur-Iton dans l'Eure, donc c'est en Normandie, à je dirais 1 heure de Paris, quelque chose comme ça. Donc c'est un festival qui aura lieu les 5 et 6 octobre, c'est un week-end, samedi et dimanche, 5 et 6 octobre 2009. C'est organisé par les Tricopathes Anonymes. Donc dans ce festival, c'est un festival qui est essentiellement consacré à la laine, à la fibre au tricot. Et donc il va y avoir de nombreux exposants et pas mal d'ateliers. Je crois savoir qu'il y a des ateliers de teinture et divers ateliers, et surtout beaucoup d'exposants autour du tricot, de la fibre, des créatrices de sacs à projet. Il va y avoir notre copine Margiva qui va vendre ses sacs. Génial. Donc voilà, à pas louper. Tu auras l'occasion d'y aller. Oui, donc super. moi j'y serai le samedi. Donc Venez si dire vous bonjour, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. N'oubliez jamais que vous connaissez mon visage, mais c'est pas mon cas. Donc si vous me voyez, vraiment n'hésitez pas à venir m'aborder. Je suis gentil. Oui. Alors moi, j'y serai pas malheureusement, mais c'est vrai que pour ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Et après, il ne faut pas s'imaginer que parce que les personnes ont un podcast, ou même moi en tant que je suis créatrice, que je suis inabordable. Enfin, on est tout autant heureux d'avoir des gens qui sont enthousiastes par les contenus qu'on produit. C'est ça. Et du coup, voilà, il n'y a pas du tout de hiérarchie. C'est pas ceux qui ont un podcast qui sont au-dessus de ceux qui n'en ont pas. Ça. C'est juste que certaines personnes ont envie d'aller plus loin dans le partage et pensent que c'est intéressant pour les autres, mais le partage est tout aussi fort quand c'est des gens qui, par exemple, te répondent en commentaire à ton podcast ou interagissent avec nous sur nos comptes Instagram. Donc surtout, il n'y a pas de... Voilà, n'ayez pas de barrière par rapport à ça, parce que c'est pas le cas. C'est bien que tu dis ça, parce que j'ai souvent moi-même des commentaires de gens qui me disent « Ah, je t'ai vu, mais j'ai pas osé venir te parler. » Mais alors c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire, au contraire. Venez me parler, mais moi ça me fait super plaisir. Voilà, donc je serai à l'Heure de la Laine le samedi 5 octobre. Donc si vous y êtes, venez me faire un petit coucou. Donc l'Heure de la Laine, pour le moment, ils n'ont pas de site, ils ont juste un compte Instagram où ils relaient un peu les informations. Donc pareil, je vous mets le nom du compte Instagram en bas de la vidéo. Alors je voulais terminer cette section blabla en vous parlant d'un nouveau podcast. Il s'agit du podcast de Sylvette que vous aviez pu découvrir ici. Elle était venue tourner un épisode avec moi. Donc Sylvette alias Silou M sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc elle a sorti il y a 3 semaines un nouveau podcast qui est très très bien. Donc j'avais envie de vous en parler. J'étais très content qu'elle se lance là-dedans. Ça me fait plaisir que les gens que je reçoive se lancent et ça me fait plaisir de susciter des vocations. Parce que vous verrez, il n'y a pas qu'elle qui s'est lancée dans les podcasts. Donc son épisode est vraiment très très sympathique. Donc j'avais envie de vous en parler et de vous inviter à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Mais c'est bien possible que vous l'ayez vu parce que je crois qu'elle a fait un démarrage en trombe.
Oui, oui, oui. Donc voilà, le podcast de Silou M, je vous invite fortement à aller le voir. Et donc je vous disais que les invités qui passaient par ici se lançaient, parce qu'il y a aussi Pascal, qui était venue me voir. Bah, c'était la première personne que Oui, j'avais oui, reçue, tout à fait, ouais. qui se lance. Alors elle, pas dans le podcast, mais elle s'est lancée sur Instagram, sur IGTV. Oui. Et elle fait une fois par semaine environ des petites vidéos qui sont super bien. Je vous invite à aller les voir, à chaque fois sur un projet ou sur un sujet qui a un rapport avec le crochet ou le tricot. Et franchement, c'est super bien. Donc allez voir Pascal. Et c'est l'occasion pour moi de vous annoncer que le prochain épisode, que vous pourrez voir dans à peu près un mois, sera encore un épisode en duo. Et cette fois-ci, mais oui, avec une revenante, avec Pascal, qui revient nous voir. Donc voilà, on se retrouve dans un mois avec Pascal, alias Pascaline, sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, on est arrivé au terme de ce très long épisode. Oui, je n'ose même pas savoir combien de temps on a duré. On va voir, parce que je peux pas savoir maintenant, puisque oui. mes épisodes sont très montés. Donc j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, ça nous aura permis à tous de rentrer un peu plus dans le processus de création des designers et designers tricot. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ça avec toi et puis par ton intermédiaire avec les gens qui te regardent. Merci d'être venu. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Merci encore beaucoup de nous suivre, de me suivre. La jauge d'abonnés augmente à chaque fois et ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis, avant de conclure, il faut qu'on passe au petit tirage au sort, parce que tu sais que j'avais... Mais oui, c'est vrai. Mais oui, on a failli l'oublier. J'avais lancé donc hier sur Instagram en story un petit jeu concours. Je vous avais demandé de deviner qui serait mon invité. Donc la réponse... Personne ne le savait, même nos copains ne savaient pas que je Oui, venais. même nos copains ne le savaient pas, on l'avait dit à personne. Donc la réponse c'est Marie-Amélie. Hein. Vous l'avez bien vu. Vous êtes content de la réponse. Donc on va procéder maintenant au tirage au sort avant de se quitter. Donc voilà, on va procéder tout de suite au tirage au sort. Hein. Donc c'est un truc en direct, ce que je fais grâce à une application en ligne. C'est moi qui t'ai Donc voilà l'ordinateur. Donc j'ai rentré ici les noms des 29 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Et donc Marie-Amélie va cliquer sur le petit bouton et ça va nous sortir le nom du ou de la gagnante. Et attention, la gagnante est... Chi. Félicitations. Alors, félicitations, c'est toi qui as gagné. Alors, qu'est-ce que tu as gagné ? Eh bien, tu as gagné 2 pelotes de laine que j'ai sorties de mon stash, que voici. C'était des pelotes de laine que j'avais achetées à l'AEF il y a 2 ans. Donc, ce sont des pelotes de la marque Tricotez-moi, Alpaga Merino Coton. Le nom de la laine, c'est Luxor. C'est une très très jolie laine. Comment on pourrait la qualifier Chinée, en fait, je pense que c'est le coton doit prendre la teinture, doit pas prendre la teinture, ce qui fait qu'il y a une partie des fibres qui ont été teintes en noir, alors que le coton est resté blanc. Ouais. Ce qui fait que le coton est assez central dans la fibre, et donc ça crée un halo de noir autour du coton blanc. Donc ça fait un effet comme ça, chiné, un peu vieux jean. Voilà, donc ce sont 2 pelotes de 50 grammes pour 100 mètres par pelote, donc 200 mètres. De quoi faire un joli bonnet. Ouais, voilà, c'est ça. Faire un joli bonnet. Donc, si tu me vois, eh bien, soit je t'envoie la laine par la poste, soit on va se croiser certainement au Tricoté Montparnasse, parce que je sais qu'on s'y croise parfois. Donc, c'est toi qui me dis, tu me contactes, et je serai très contente de te donner ces 2 pelotes de laine, et bravo pour... avoir trouvé la bonne réponse, voilà. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. On vous dit à bientôt. Oui. Et puis, à bientôt sur les réseaux sociaux pour retrouver les nouveaux modèles que Marie-Amélie vous a présentés dans cet épisode. Oui, n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis, voilà. Et puis voilà, ciao. Alors, je voulais démarrer cette